Dans cette deuxième vidéo, nous verrons les 27 exposés de physique pour l'agrégation interne de physique-chimie. Cette partie me tient particulièrement à cœur car c'est sur cette épreuve que j'ai eu 20 sur 20 à l'exposé L14 sur les fluides. Le but de ces plans n'est pas d'être utilisés tels quels, mais de servir de base de travail pour construire les vôtres. Ils sont à mon avis globalement adaptés, mais il peut y avoir des erreurs ou des points à améliorer. Il y a 4 livres de référence qui seront le plus souvent utilisés dans la partie post-bac. Les ouvrages de physique PCSI et PCPC étoile de la collection Duno j'intègre tout en un, ainsi que les PCSI PCPC étoile de la collection 1001 questions. Ces livres sont généralement faciles à trouver en bibliothèque universitaire. Personnellement, pour préparer les leçons, j'ai uniquement acheté les Duno tout en un. Pour chaque leçon, je propose une introduction du thème à l'aide d'une carte mentale, une partie post-bac et une partie pédagogique, avec à chaque fois les chapitres et les pages des ouvrages correspondants. Donc, leçon numéro 1, dynamique newtonienne. Donc, pour la dynamique newtonienne, donc d'abord le postulat, donc le temps universel, espace euclidien, etc. Tout ce qui est limite à cette dynamique, donc un principe non démontré, les vitesses doivent être inférieures à la célérité de la lumière, par exemple. Essayez de bien vous renseigner avant toutes ces limites, avant de rentrer dans les détails. Ensuite, les lois. Donc pour les lois de Newton, donc le principe d'inertie dès la seconde, avec la troisième loi avec les actions réciproques en seconde. Par contre, pour le deuxième principe, là, on va plutôt être en terminale spécialité, ou ce qui est un grand axe sur le travail de spécialité. Toutes les forces, donc à distance ou au contact, donc ça c'est dès la seconde. Conservative, non conservative, dès la première spé, on va en parler. Les champs de force, ça c'est souvent un peu compliqué, donc souvent dès la première spécialité. Et tout ce qui est autour de loi de Kepler, donc ça va plutôt en terminale. Ensuite, pour tout ce qui est en rotation, donc ça sera dans le supérieur. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire dans la partie post-bac, avec la possibilité de redémontrer des lois de Kepler avec les théorèmes des moments cinétiques. Alors pour la partie post-bac, donc que je propose, alors ça c'est pas un exercice que vous trouverez dans un livre, même si j'ai réussi, enfin je me suis inspiré du cours sur le pendule pesant que vous trouverez dans le Duno première année. Donc un travail autour du pendule pesant. Mais en fait ce schéma-là, cet exercice-là, en fait c'est quelque chose que j'ai créé. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai rien trouvé qui me plaisait. Et donc je me suis dit qu'il fallait que je trouve un exercice qui pouvait rentrer dans plusieurs exposés. Et celui-ci, l'avantage, c'est que cet exercice-là, vous allez voir, il peut rentrer dans plusieurs exposés, je crois 4 différents. Donc c'est un peu extraordinaire de pouvoir mettre un exercice dans plusieurs exposés. Alors c'est quoi le principe? Donc le pendule pesant. Sauf que on va prendre un pendule spécial avec des dimensions particulières pour pouvoir aller plus loin que ce qui nous intéresse d'habitude. Donc là, c'est l'étude du métronome. Donc on va fabriquer un métronome. Donc pour cela, des conditions particulières. Donc on a une barre de longueur grand L et une boule. Et la particularité, c'est qu'elles ont la même masse. D'accord? Donc la masse de la boule, ça va être la masse du système sur 2 et la masse de la barre m sur 2 aussi. Voilà. Donc pourquoi on fait ça? Parce qu'on peut calculer les moments d'inertie d'un objet assez facile, à condition d'avoir le pivot au milieu de la barre. Donc si vous allez fouiller un petit peu, donc c'est à la page 641, comment on calcule le moment d'inertie pour une barre, où il y a le pivot au milieu de la barre, et pour la boule excentrée. Donc là, on va ignorer le terme qui est lié au rayon de la boule. On va considérer que le rayon de la boule est négligeable. Allez faire la vérification, mais ça fonctionne, hein, parce que le mr carré sur 5 est négligeable par rapport à ce terme-là. Donc on va avoir un terme qui va être lié à la masse de la barre de masse m sur 2 et un terme qui est lié à la boule. Donc pourquoi on va voir ça? Parce que généralement le but d'un exercice c'est de trouver ce moment d'inertie, sauf que là nous en fait on va l'avoir et donc on va pouvoir trouver autre chose. Donc ce qui va nous intéresser, nous, c'est, on en parlera un petit peu après.
Donc une fois qu'on a fait ce premier travail sur le moment d'inertie, sur ce système particulier, vous allez suivre l'exercice de la page 648 où on va justement redémontrer pour un pendule pesant, avec théorème des moments, les équations, etc., l'approximation des petits angles. Alors ça c'est très important, il faut bien insister sur l'approximation des petits angles, parce qu'en fait, justement, pour la deuxième partie, ça on va en avoir besoin. Et on arrive, si vous suivez toute la démonstration ici, on arrive à trouver que oméga 0, ça vaut racine de mgh sur notre moment d'inertie. Alors c'est quoi l'intérêt? C'est que si on a calculé ce moment d'inertie en fonction de h, mais en fait on va avoir, en injectant ce terme ici, la pulsation en fonction de h uniquement. Et donc la période en fonction de h uniquement. Alors pourquoi c'est intéressant? Ça veut dire que si la boule elle est positionnée à 2h, alors oui, alors j'en ai pas parlé avant mais j'aurais dû. Le principe, c'est si j'ai une distance entre le centre, entre le pivot et la boule de 2h, du coup le centre d'inertie se retrouve au niveau, le centre de gravité se retrouve à la moitié entre les deux. Donc du coup en fait on peut prédire assez facilement, en connaissant la position de la boule, où sera le centre de gravité. Donc c'est ça l'intérêt de cette forme. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que du coup on va retrouver une période qui vaut 2pi, L carré c'est une constante, c'est la longueur de la barre, sur 24, 2h carré sur GH. Et donc en fait, il n'y a qu'une seule chose, enfin en gros on va pouvoir exprimer t en fonction de h. Et donc ça c'est super parce que c'est le principe, c'est qu'on va faire varier h pour obtenir notre période. Donc si vous rentrez cette équation dans un traceur, donc moi ce que je vous propose c'est de faire un Python tout simple où on va tracer cette fonction. Donc je l'ai fait, je vais vous le montrer, c'est pas très compliqué. Alors, donc qu'est-ce qu'on a dans? Vous voyez, c'est tout simple. Donc on importe les bibliothèques NumPy, Matplotlib, donc ça c'est pour les calculs, ça c'est pour le tracé. Donc on met G, on met L. Alors nous on a choisi 50 cm pour l'exercice, mais on peut changer. Et là on a juste un petit, on va créer juste un tableau qui va varier entre quasiment 0 et L sur 4. Alors, on verra pourquoi c'est L sur 4. Et avec 500 points. Et ensuite, ben là vous avez votre équation, donc NPpi, donc 2pi, racine carrée de notre formule. Et après juste, on va faire le tracé. Alors là c'est h fois 100 parce que pour avoir en centimètres. Voilà, donc ça nous donne quelque chose qui est assez intéressant. Puisqu'en fait, si je mets là, je vais avoir un tracé. Alors l'avantage c'est quoi? C'est qu'on va pouvoir projeter ça au tableau et l'analyser. Alors c'est intéressant, pourquoi? Parce qu'on peut prédire la période du pendule en fonction de h, c'est-à-dire la position de la boule tout simplement. Et ce qui est très intéressant, c'est que moi je m'étais fait avoir au début, j'avais pas trop compris pourquoi, j'ai réfléchi après. C'est que quand h est petit, on va retrouver une grande période. Et par contre, on passe par un minimum là, je sais pas si vous voyez. Et après ça réaugmente un petit peu. Alors, je comprenais pas, je trouvais ça bizarre quand même qu'il y ait un minimum et que ça réaugmente. Et en fait j'ai réfléchi et ce qui se passe, et c'est là que c'est intéressant cet exercice, c'est que vous allez pouvoir raisonner sur ça là. Et en fait il y a un terme en h carré, donc qui sera quand h est grand, sera grand. Et du coup, en fait, ça va être la confrontation entre un terme en h carré et un terme en h. Et donc, en fonction de si h est grand ou petit, ben, il y a un des deux termes qui va dominer. Ça, c'est assez intéressant de pouvoir faire ça. Donc voilà, donc ça c'est l'exercice qui n'existe pas, mais que j'ai un petit peu fait. Donc toute la partie centrale, en gros, ça c'est, vous allez trouver ça dans le Duno. La partie du début qui a été rajoutée là, pour créer ça. Voilà, ça c'est un petit peu auquel j'ai pensé. Et ensuite, le fait de pouvoir avoir t en fonction de h, c'est super. Et donc on a bien fabriqué notre métronome. Si vous voulez exprimer la fréquence au lieu de la période, bah, vous pouvez. Là j'ai fait période, mais ça va pas être fréquence. Une dernière petite chose, alors on est très sur Python, mais si vous avez le temps et si vous vous sentez, alors vous avez le programme, il est inscrit ici.
Donc c'est qu'est-ce qui se passe si on n'avait pas respecté les petits angles. Donc, parce qu'ici, en fait, on est dans l'approximation des petits angles. Donc, en fait, est-ce que ça fonctionne toujours si on est dans des grandes amplitudes? Donc, vous avez donc le programme Python qui est donné. Alors, il y a quelques erreurs, il faudra faire attention. Je les ai rectifiées, donc je vais vous dire. Donc, il est ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Alors déjà, il manque les 3 premières lignes avec les bibliothèques. Donc ça, il faudra les rajouter. Donc import numpy as np, import matplotlib.pyplot as plt et from spicy integrate import étoile. Donc ça, c'est 3 lignes qu'il va falloir apprendre. Bon, normalement, si vous avez un peu l'habitude de Python, vous vous en doutez, hein, puisqu'à partir du moment où il y a np, il faut que np soit là. À partir du moment où vous avez un plt, ben, il faut qu'il y ait le plt. Alors là où c'est moins évident, c'est ici, là, ce odint, là. ODINT, ben en fait, ça vient de Spicy Integrate. Donc ça, c'est il m'a fallu un petit peu de temps avant de comprendre d'où ça venait. Mais j'ai fini par trouver l'erreur. Donc ça, c'est dans le livre l'erreur, il manque les 3 premières lignes. Bon, ça, avec un peu l'habitude, on y arrive. Et il y a une autre erreur, et ça, c'est logique, mais ça, c'est qu'en fait, ici, je crois qu'il y a écrit 0 dans le texte, alors que c'est un 3. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on crée la base de temps, si vous regardez dans le livre, le schéma, il commence à 0 secondes et il finit à 3 secondes. Et donc, il faut absolument un 3 ici. Donc si je lance, voilà, on obtient ce chat. Alors, en quoi c'est intéressant? Alors ça, vous l'avez dans le livre, il y est. En quoi c'est intéressant? Alors si vous ne sentez pas de faire le Python, hein, vous pouvez tout simplement demander carrément à ce qu'on vous scanne la partie du livre. Hein. C'est possible aussi, vous demandez à un assistant, il vous scanne, et après vous le montrez au tableau. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que quand on a les petits angles, on va voir qu'on a bien une période qui vaut T0. Vous voyez, on a une période, hop, on a bien un T0, donc on a 1 ici, puisque là c'est T sur T0, donc on a bien 1. Mais par contre, quand les angles augmentent, là on voit les courbes au-dessus, quand les angles augmentent, ben, on voit finalement que T devient plus grand au fur et à mesure. Plus l'angle est grand et plus T est grand. Alors que logiquement, T doit être indépendant de θ. Et donc, notre approximation des petits angles, bah, comme son nom l'indique, ça ne fonctionne que si on a des petits angles. Donc voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. Alors j'ai passé beaucoup de temps, enfin beaucoup de temps, j'ai passé pas mal de temps à l'expliquer, pour la simple et unique raison que cet exercice-là, je l'avais prévu dans plusieurs montages. Voilà. Donc de 4 de souvenirs. Donc à partir du moment où en fait, c'est très simple. À partir du moment où il n'y a rien qui vous plaît nulle part, vous essayez par vous-même de créer quelque chose. Et si vous êtes capable de créer quelque chose, c'est original et les gens n'ont jamais vu, ils adorent. Alors je vous le dis parce que moi, mon oral là moi je suis passé sur les fluides. Et c'est pareil, c'était un exercice que j'ai créé parce que je trouvais rien qui me plaisait. Et quand je suis tombé dessus, le jury a adoré. Hein. C'est pour ça que il n'y en a que 2. Hein. Sur les 28 montages, il n'y a que 2 exercices que j'ai créés. En tout cas, voilà, si je suis tombé dessus, ils ont adoré parce qu'ils n'avaient jamais vu. Et ça, je pense que, je ne sais pas si ça existe quelque part. Ça mérite d'être original. Est-ce que c'est difficile? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Parce que vous voyez, là, 2 ans et demi après, je me suis remis dessus et j'ai quand même compris assez vite le principe. Sachant qu'il y a tout qui est expliqué hein, sur la partie du milieu qui est un peu technique. Donc voilà. Donc ça, c'était pour la partie post-bac. Pour la partie pédagogique, donc là, vous faites tout ce que vous voulez. Hein. La dynamique newtonienne, c'est tellement vaste. Donc alors là, moi, ce que j'ai proposé, donc sur les champs électriques, mouvement dans un champ électrique. Voilà, mouvement dans un champ électrique, au niveau terminal spécialité, avec une application que j'avais trouvée assez sympa, l'imprimante à jet d'encre, et l'accélérateur linéaire de particules. Bon, ça peut être ça, mais ça peut être n'importe quoi. Hein. On peut faire un travail au niveau de secondes, avec le premier principe par exemple. Si on n'a pas de spé, peu importe. Là franchement, il y a assez ouvert. Hein. On peut faire un peu tout ce qu'on veut. Là, je vous ai remis les 2 programmes. Donc celui qui donne la période en fonction de h et le deuxième ici. Sachant que celui-ci est dans le livre. Hein. Celui-ci est dans le livre avec juste une erreur ici.
et il manque les 3 premières lignes. Et celui-ci, par contre, il n'existe pas, mais ça, c'est tout simple, hein. Ça, c'est juste un traceur de fonctions, hein. Donc, une hache pour gérer les abscisses. Ah oui, il y a le L sur 4. Alors, pourquoi le L sur 4? Je voulais le dire, mais j'ai oublié. Effectivement, comme le pivot est au milieu de L, donc la barre est L sur 2. Et donc H, si on veut que la boule ne tombe pas de la barre, elle ne peut pas être supérieure à L sur 4, bah sinon la boule elle tombe, quoi. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour la première. Donc j'ai passé beaucoup de temps sur la première, ça sera beaucoup plus court pour les autres, hein. Mais je voulais absolument présenter cet exercice. C'est hyper important, je pense. Voilà. Alors les ondes. Ondes acoustiques. Donc ondes acoustiques, c'est un exposé sur lequel je suis tombé en oral blanc. Voilà. Donc je sais un petit peu ce que j'ai fait de bien et de pas bien. Et donc je vais essayer un petit peu de vous remontrer les reproches qu'on m'avait fait, etc. Alors au niveau des ondes acoustiques, donc d'abord pour l'introduction carte mentale, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc ondes sonores, ça commence dès la seconde. Donc la cloche à vide, hein, on se rend compte que si on enlève le milieu matériel, il n'y a aucune propagation. Donc le coup de la cloche à vide, mais on peut avoir une propagation dans les solides, mais aussi dans les fluides. Voilà, expliquer un petit peu l'intérêt, ça on en parlera un petit peu plus tard. Ondes progressives, ondes stationnaires, faire attention hein, à ne pas se tromper. Donc ondes progressives, donc c'est les ondes qui vont se déplacer dans l'espace, mais qui vont du coup s'étendre, hein, ils ne sont pas dans un milieu fermé. Donc ça c'est très important, l'équation d'Alembert. Donc la périodicité temporelle et spatiale, à ne pas confondre les deux. Ça on le voit, temporelle on le voit dès la seconde, spatiale on va le voir plutôt en première spé avec la longueur d'onde. Et donc tout ce qui est célérité. Donc ça c'est pour les ondes progressives. Attention aux ondes stationnaires parce que souvent il y a des confusions avec les résonances. Voilà, je sais que il peut y avoir des confusions en ondes stationnaires. Donc ondes stationnaires en fait c'est juste qu'il y a des limites aux ondes et donc les conditions limites vont entraîner donc des nœuds et des ventres, donc de pression et vitesse. Et après il faut voir les modes, etc. Donc tout ce qui est ondes stationnaires, donc à travailler. Avec la corde de Meld, c'est peut-être le plus simple. Mais là, comme on est dans l'onde sonore, c'est dans les tubes, etc. C'est un peu compliqué. Onde sonore, c'est un petit peu délicat. C'est pour ça qu'on ne va pas travailler là-dessus. Nous, on va faire autre chose. Je vais vous montrer après. Le signal sonore, donc production d'un signal. Donc, qu'est-ce que c'est le signal? Donc, avec les vibrations, les fréquences, etc. Et on va prendre des exemples, soit d'instruments, soit l'homme. Et la réception du signal aussi, donc le micro ou l'oreille, etc. Et là, on va avoir toute la partie de seconde là, sur hauteur, timbre et niveau sonore. Et niveau sonore, on va aller un peu plus loin en terminale spécialité. Donc les intérêts, donc évidemment la communication, les ondes sonores c'est important pour communiquer. Mesurer des distances, donc on va avoir le sonar par exemple. Et les mesures de constante thermodynamique, ça, on va faire ça un peu après. Donc là, je vais vous montrer ce que j'avais présenté pour mon oral blanc. Donc très important, donc la propagation d'une onde sonore dans un fluide. C'est très mathématique, hein, et c'est un petit peu ce qu'on m'avait reproché, et je vais vous expliquer un petit peu comment vous pouvez faire pour que ce soit un peu mieux que ce que j'avais fait et pas vous faire reprocher des choses. Donc en fait, je pense que c'est très important de passer du temps là-dessus. C'est-à-dire d'expliquer le modèle avant de commencer. De bien expliquer ce qu'est un fluide parfait et que nous, on n'a pas un fluide parfait, donc ça ne marchera pas de la même façon. Expliquer les approximations, et surtout celle-ci, hein, l'approximation acoustique. C'est assez compliqué. L'approximation acoustique. Il y a des vidéos très bien faites dessus. Alors moi, pour ce genre de vidéo, ce genre de démonstration, moi j'aimais bien regarder les e-learning physiques, hein. Je pense que si vous révisez la grecque, tout le monde connaît cette chaîne. Très important de voir toutes les démos de physique sur cette chaîne-là. Et là, si vous allez chercher un petit peu propagation, cette vidéo, hein, propagation d'un signal sonore dans un fluide, vous allez avoir toutes les explications. Je me suis basé un peu sur cette vidéo-là.
Tout est expliqué aussi dans le PC, dans le Duno PC, page 867 et plus. Donc là, on m'avait reproché de passer un peu vite. Alors là, je vais vous montrer, ça c'était mon brouillon, le brouillon que j'avais fait avant de passer à l'oral. Donc il y avait l'équation, donc les 5 équations pour les 5 inconnus, donc les équations de l'air, équation de conservation de la masse et coefficient de compressibilité isentropique. Donc on se retrouve avec une formule, deux formules, mais il y en a en 3 dimensions, donc ça va faire 3 formules, plus cette formule. Et en fait, à partir de ces formules, on va prendre la divergence de la formule 1, on va trouver, voilà, on va trouver plein de choses, on avait fait plein de calculs, et on reconnaît une équation de D'Alembert, et donc on obtenait, après résolution, je vous laisserai tranquille travailler ça chez vous, d'ailleurs j'ai complètement oublié comment ça fonctionnait, mais j'ai à peu près les vidéos en tête. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve la célérité des ondes sonores dans l'eau, voilà, des 1500 mètres par seconde. Et ensuite, la deuxième partie, vu qu'on est dans le fluide, une fois qu'on a fait un fluide quasi incompressible, eh bien, on va faire la même chose pour un gaz parfait. En partant de cette équation-là, on va retrouver le 340 mètres par seconde. Donc quand je l'ai fait au tableau, mes professeurs, alors moi j'étais en prépa grec, interne, donc les professeurs là qui m'ont fait passer, ils ont trouvé que c'était trop mathématique. Voilà. Un peu trop mathématique et qu'il fallait donner de la chair aux maths. Donc en fait, il faut, au moment où vous faites vos démonstrations, il faut que vous apportiez plus de matière de physique. C'est-à-dire qu'au moment où vous faites des maths, il faut apporter un peu plus de physique. En tout cas, c'est ce qu'on m'a expliqué. C'est un peu trop mathématique. Voilà, donc si vous devez préparer ça, celui-ci il peut rentrer dans plusieurs montages aussi, hein, cet exercice. Donc je pense que c'est pas mal à faire, mais il faut le faire mieux que ce que j'avais fait pendant mon oral blanc, hein. D'ailleurs, vous allez voir que finalement, pour mon oral sur fluide, j'avais le choix entre ça, parce que je tombais sur fluide, ça ou un autre, et j'ai pris l'autre. Alors j'avais le choix de 2 exercices, et celui-ci, en fait, je me suis dit, ça va faire trop mathématique, et du coup, j'ai préféré faire autre chose. Mais je pense qu'il est bien quand même, juste à améliorer. Et ensuite, donc pour les ondes sonores, je suis parti moi sur le niveau seconde. Seconde, il y a tellement de choses à faire. Les limites de l'audible, et donc la notion de hauteur et de fréquence, avec un petit peu d'Arduino si vous pouvez, mais vous n'êtes pas obligé. Voilà, et donc là on avait quoi? Là on a un enregistrement directement avec une carte d'acquisition et Lattice Pro pour mesurer les périodes fréquences. En tout cas moi c'est ce que je fais, hein, j'ai des secondes cette année, c'est ce que je fais avec mes secondes, hein. On enregistre un son, on trouve la période, la fréquence, on leur apprend à prendre plusieurs fréquences, plusieurs périodes pour limiter les incertitudes. On peut parler un peu d'incertitude, ce genre de choses. Voilà. Je pense que là, il y a de quoi faire, hein. Donc là, à mon avis, il ne faut pas avoir quelque chose de préétabli. Il faut s'adapter en fonction de la compétence pédagogique qu'il va falloir travailler. Ça, vous pouvez après adapter comme vous voulez. Spectroscopie optique couleur. Donc les généralités sur la spectroscopie optique, donc la lumière, source d'information, les mesures, séparation de radiation, et on verra après avec les techniques. Donc tout ce qui est spectre d'émission, d'absorption, donc là on va voir dès la seconde les spectres de ray, les spectres continus, les absorptions ensuite, etc. Alors les techniques de dispersion avec le prisme par exemple, ou les réseaux, interférence. Alors oui, alors réseau c'est toujours un peu délicat. Est-ce que c'est de la diffraction? Est-ce que c'est des interférences? Les réseaux c'est un peu technique, hein. Un petit peu compliqué à expliquer quand même, je trouve. Voilà, la dispersion avec la fibre optique, donc avec les lumières monochromatiques, polychromatiques, etc. Pouvoir de résolution, donc ça il faut le revoir un petit peu, et des fois les limites des techniques et les applications. Donc trouver une radiation inconnue, l'atmosphère d'une étoile avec les spectres d'absorption, la vitesse d'une étoile, alors là ça va être souvent avec les effets Doppler,
les effets Doppler, déviation, enfin, modification du spectre émis, etc. Ah oui, je ne l'ai pas dit, mais pour l'intro, je réfléchissais à faire une petite manip d'intro en plus. Prisme à vision directe, voilà, pour la lumière blanche, séparer la lumière blanche. Et ensuite, pourquoi pas, ça c'est quelque chose qui est assez facile à faire sur rétroprojecteur, avec un réseau pour séparer la lumière et une petite cuve violette pour absorber une certaine couleur et laisser passer d'autres. Donc là, pour voir la lumière absorbée. Et celui-ci, donc le speed HR avec la fibre, donc c'est juste pour analyser la lampe d'un plafond. Alors là, la lampe d'un plafond, actuellement, maintenant, c'est des LED beaucoup. Donc il faut voir si c'est des lampes récentes. Donc vous allez avoir une LED ou vous allez avoir peut-être des tubes type néon là, avec justement des raies. Donc ça dépend. Je sais qu'avant, moi, je faisais cette manip en classe, c'était des raies et maintenant, c'est des LED. Donc ça ne marche pas exactement comme je voulais. Mais je pensais des petites manips comme ça possibles pour notre intro. Sachant que les manips, il faut que ce soit limité en temps. Il ne faut pas que ça dure plus de 2 minutes, quoi. Alors, ce que je pensais. Donc au niveau post-bac, partir sur l'interféromètre de Michelson. Voilà. Vous avez tout un chapitre sur ça dans le Duno. C'est un chapitre, donc il suffira de le chapitre, je ne sais plus lequel c'est. Et vous avez aussi sur les 1001 questions, donc sur quoi je pensais travailler. Donc ça, c'est les prérequis, donc on ne va pas forcément passer du temps dessus. Mais ça, c'est bien de les réviser. Et donc, moi, ce que je pensais, c'est tout axé sur la détermination de l'écart du doublet de sodium. Voilà. Donc, vous avez un livre sur une question sur les deux questions sur les 1001 questions. Voilà, pour la problématique, les données, etc. Et donc, vous avez tout le travail sur le principe du Michelson. Je ne me suis pas repenché dessus, mais comme tout à l'heure, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis basé sur les vidéos de démonstration e-learning physique. Donc c'est pareil, vous allez voir la vidéo sur l'écart du doublé du sodium sur cette chaîne et pour revoir toute la théorie. Et là, j'avais pensé faire un petit calcul d'incertitude avec Python. Comme je l'ai expliqué dans l'autre vidéo, incertitude Monte Carlo, c'est quelque chose qu'il faut savoir faire, tourner avec Python. Donc, je parle pour les montages, évidemment. Donc, si on peut le faire de temps en temps pour les leçons, pourquoi pas. Alors, je vais voir si je l'ai là. Je l'avais fait. Je ne l'ai pas retesté. Mais normalement, s'il est dans le dossier, c'est qu'il fonctionne correctement. Sinon, je ne l'aurais pas mis. Et donc, on va avoir ça comme résultat. Donc, l'intérêt, donc on va retrouver donc, x 10-10 mètres. Donc, on a à peu près 5,9 x 10-10 mètres. Et ici, en bas, là, vous avez le calcul d'incertitude type 1. Voilà, donc là, vous avez le delta moyen et vous avez l'incertitude type qui a été calculée toute seule, donc 2 x 10-12. Comment on construit ça? Donc ça, vous n'allez pas le trouver, mais il faut savoir le faire. J'ai fait une vidéo exprès pour expliquer comment on fait les Monte Carlo Python, mais ça, il faut savoir le faire, à mon avis, hein, par cœur. C'est tellement, tellement bénéfique de savoir le faire, je pense. Ça apporte beaucoup. Voilà. Regardez la vidéo sur Python, là, je ne vais pas le refaire. Là, j'ai fait une vidéo, je ne sais pas combien de temps elle dure un quart d'heure, je crois. Vision image. Alors pour vision et image, je pensais à partir sur l'optique géométrique. Avec l'approximation géométrique, donc sinon après on va avoir des problèmes, on peut avoir des problèmes de diffraction, ce genre de choses. Le modèle du rayon lumineux, alors ça commence dès le collège, ça. Les lois de Descartes, donc là ça va être surtout, ça c'est en seconde. Les approximations de Gauss, ça arrive après. Système centré, donc là ça sera plutôt dès tout le lycée en fait on fait ça. Et le travail sur les lentilles immerses. Ça c'est la première spécialité, je reconnais. Et ensuite, un petit peu, voilà,
les lentilles convergentes divergentes, même si c'est vrai que les lentilles divergentes, c'est quand même pas trop au programme, c'est assez peu utilisé. Ensuite, un travail donc sur l'œil. Un travail sur l'œil, les modèles de l'œil, donc dès la seconde, expliquer les couleurs, cône, rouge, vert, bleu, la persistance rétinienne, donc ça c'est intéressant aussi. Et diamètre apparent, donc là ça va être tout ce qui est sur le travail, notamment en terminale spécialité, sur tout ce que vous avez avec la lunette astronomique. Là. Donc là, il y a quand même pas mal de choses. Et après, tous les dispositifs optiques. Hein. Donc l'appareil photo, c'est intéressant, on verra après pourquoi. Mais ça sera plutôt dans le supérieur. Et après, tous les calculs de grandissement ou grossissement. Voilà, donc généralement plutôt grossissement, mais en seconde, c'est grandissement, de souvenir. Grandissement en seconde et grossissement après. Alors, donc pour le post-bac, voilà, autour de l'appareil photo. Donc vous avez, dans les 1001 questions, vous avez la problématique, la mise en situation, les valeurs, tout ce que vous voulez. Et après, vous avez dans le Duno, vous avez toute une partie, il y a plusieurs pages sur l'appareil photo. Donc moi, je construirai avec ces deux bases un bel exercice sur l'appareil photo, avec la description, les mises au point, tout. Et ça paraît un peu simple, mais dès qu'on commence à travailler avec les profondeurs de champ, la mise au point, ce genre de choses, c'est pas si simple. Hein. C'est pas si simple. Donc voilà, moi je partirai sur l'appareil photo. Ensuite, pour la partie pédagogique, donc je pensais au STL. Alors ça, c'est des activités qu'on a vérifié si ça fonctionne toujours, mais normalement oui. Ça, c'est des activités qu'on pouvait consulter d'STL qui étaient en ligne et ils étaient autorisés. Voilà, donc de temps en temps, on va voir ce genre de choses. Donc voilà, donc avec les diamètres apparents, est-ce qu'on peut voir, oui ou non? Est-ce que les cratères de la Lune, on peut les distinguer, oui ou non? Donc soit vous partez sur ça, sinon on peut partir sur lunettes astronomiques terminales. Hein. On peut aussi partir sur l'œil On peut partir aussi sur l'œil en seconde. Là, il y a quand même beaucoup, hein, il y a beaucoup de possibilités. C'est comme vous voulez. Moi, je pensais faire ce genre de choses. Je vous laisse au choix la partie pédagogique. Mais souvent, j'aime bien partir souvent sous une forme de TP hein, ou activité de ce type-là. Donc, propagation libre guidée. Alors, cette fois-ci, c'est un peu spécial comme forme. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. Un petit peu spécial comme forme, puisqu'on va avoir finalement c'est propagation libre et guidée, mais j'ai mis onde progressive qui était un petit peu centrale finalement, avec d'un côté tout ce qui est propagation guidée, tout ce qui est propagation libre. Donc là, avec beaucoup d'exemples, propagation guidée, les câbles électriques par exemple, ou fibre optique pour la lumière, etc. Pour les ondes sonores, j'ai essayé de mettre un peu pour tous les types d'ondes. Et libre, donc ça sera plutôt ondes électromagnétiques classiques, travail classique sur les ondes électromagnétiques ou sur la méca du son. Donc ça c'est plutôt plus classique. Et donc les principales différences, c'est que du coup on a un guide d'onde ici et une puissance conservée. Donc ça c'est intéressant, la puissance conservée, parce qu'ici justement il y a une atténuation de puissance surface X, on en parlera après. Donc ça va dans toutes les directions. Et ici, donc ça, vous le travaillez dans 2 cas au lycée. En premier enseignement scientifique, expliquer pourquoi la puissance surface lumineuse elle est plus petite quand on s'éloigne du soleil. Il y a ça. Et après aussi en atténuation sonore. Voilà. Donc ça c'est 2 cas. Donc ça c'est un enseignement scientifique de première année, et ça c'est en terminale spécialité. Donc voilà, expliquer pourquoi on a une atténuation surfacique. Et donc forcément, si on parle de propagation, on va parler des ondes progressives, et donc tout ce qui est équation d'Alembert et tout ce qu'on a expliqué un petit peu tout à l'heure sur la progression du son, par exemple, dans les fluides. Et on a toute une partie sur donc, ondes électromagnétiques et ondes mécaniques, hein, puisque ça ne va pas être la même chose. Donc on développe les 2 types d'ondes, les 2 familles d'ondes. Si vous vous lancez là-dedans, attention de maîtriser un peu pour ne pas se faire après
banané par les questions. Là, vous pouvez y aller parce que Tonnerre, ça sera votre sujet derrière, hein. Alors, le sujet post-bac, justement. Donc, ben voilà. Donc, on est leçon numéro 5 et déjà, on retrouve un exercice qu'on a déjà fait. Donc, propagation libre d'un signal sonore dans un fluide. Donc là, on refait exactement la même chose que tout à l'heure. C'est pour ça que c'est important de le maîtriser. Celui-ci, vous allez voir, on va le revoir plusieurs fois, hein. Et donc, si je fais propagation libre au niveau post-bac, ben, je vais faire propagation guidée au niveau pédagogique. Et là, j'ai en STL la fibre optique. Je pensais à ça. Donc, il y a une activité sur la séquence 14 de la fibre optique que j'avais trouvée. On partait un petit peu de ce... on faisait une espèce de fibre géante là, avec un bécher rempli d'eau avec un cylindre à l'intérieur pour voir un petit peu pour voir la réflexion totale en fonction d'un certain angle, etc. Voilà. Ça peut être ça. Si c'est pas ça, en propagation guidée, un peu compliqué quand même, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Bah, je vois pas trop ce qu'on peut faire, hein, au niveau pédagogique, hein. Voilà. Donc je pensais à ça. Donc on passe assez vite du coup, vu que le post-bac est déjà fait. Interférence. Donc interférence, pour qu'il y ait des interférences, donc on va expliquer, hein, faut expliquer toutes les conditions possibles, cohérence temporelle, etc. Donc la polarisation, donc ça vous allez voir, hein, moi j'ai passé beaucoup de temps à travailler sur les leçons, sur les interférences, donc sur le e-learning. Tout est bien expliqué, hein, tout est bien expliqué, il faut passer par ça, il faut tout comprendre avant de lancer ça. Donc vous avez deux types d'interférences, on peut faire des petites manips. Je ne l'avais pas proposé, mais par exemple, le cuve à onde avec les deux tiges qui tapent en même temps, là. C'est tout simple à faire, ça peut être mis, ça, hein. Cuve à onde avec les doubles tiges, double pointe. Faire des trucs sympas, en expérience de base. Ensuite, donc la superposition des ondes, donc là, c'est toute la partie ultra technique, toutes les démonstrations, qu'est-ce qui se passe quand on superpose des ondes, et de démontrer pourquoi, ben, quand on n'a pas les conditions d'interférence, ben, ça ne peut pas donner d'interférence. Tout se démontre. Ça paraît assez technique comme ça paraît assez compliqué. Ça l'est si on passe pas du temps dessus, mais si on passe du temps dessus, après ça va. Moi, je l'avais beaucoup travaillé pour l'écrit, et donc quand je l'ai revu, donc il faut regarder dans le bouquin tout ça. Toutes les histoires de déphasage après, donc les décalages. Donc ça, on va le faire en terminale spécialité, interférence au niveau de la lumière. Et ensuite, voilà, interférence constructive, destructive avec n longueur d'onde ou les demi anti-longueur d'onde, etc. Donc là, c'est complète, évidemment, vous n'aurez pas le temps de faire ça, la vraie... Donc en gros, la vraie carte mentale que vous ferez le jour J, ben, on enlève tout ce qui est blanc, hein. Vous gardez tout ce qui est coloré à peu près. Voilà, il faut savoir un petit peu expliquer tout ça. Alors, interférence. Donc, interféromètre de Michelson, comme tout à l'heure. Alors ça, j'ai tout barré. Ça, je l'ai fait. Ça, c'est ce que j'avais ce qui est barré, c'est ce que j'avais prévu de faire. Ce que j'avais prévu de faire, ça ressemblait beaucoup à ce qu'on a vu tout à l'heure. Et au dernier moment, dans ma chambre à Paris, à un jour du passage, je ne sais pas pour quelle raison, mais j'ai barré ça, et je me suis concentré sur les longueurs de cohérence. Alors sur les longueurs de cohérence, pour la lampe blanche et sodium. Donc ça, vous avez des vidéos sur e-learning pour expliquer ça. Pourquoi j'ai changé? Franchement, je n'ai aucune idée. Je me souviens plus, j'ai aucun souvenir. Mais je me souviens, j'ai vu sur mon papier, là, sur mes fiches imprimées que j'avais barré, j'avais mis quelque chose griffonné au stylo. Aucune idée pourquoi. Aucune idée pourquoi. Voilà, je ne vais pas vous mentir, hein. Si quelqu'un retrouve pourquoi c'est mieux de faire ça, qu'il me le dise en commentaire, ça me fera plaisir, je me rappellerai. Mais là, j'ai plus d'idées. En tout cas, c'était intéressant, je me souviens, cette expérience-là, justement, sur les longueurs de cohérence.
J'aimais bien cette manip. C'est peut-être au moment où j'ai révisé mes TP, je sais plus. À voir. Et ensuite, donc la partie donc, sur STL, interférence d'onde mécanique. Donc vous avez soit ça. Donc les tubes avec le trop mode conique, celui-là il est intéressant parce que il est décrit dans ça, c'est dans un livre de TP. Dans les livres de TP, puisque moi je le proposais dans mes manips, et en fait je trouve que ça rentrait bien aussi dans l'exposé. Donc dans les sujets de montage, j'en ai parlé de ça. À voir. Donc soit ce tube-là, ou sinon si vous voulez rester dans l'onde mécanique, moi ce que j'aime bien, c'est un TP que je fais en classe, c'est interférence d'onde mécanique. Alors j'avais pas les terminales spécialités au moment où j'ai passé la Greg, maintenant je les ai. Et du coup, je vais vous montrer le TP que je fais en 2 secondes. Ça peut être fait à la place. Donc voilà, donc la manip c'est quoi? Donc c'est un TP que je fais avec mes élèves. Donc on prend un émetteur, et on va déplacer, ils sont distants d'une certaine distance, il y a une distance entre les deux, et on va déplacer le long d'un axe le récepteur. Et on va voir qu'en fonction de la position, ben, on va avoir des moments où on va avoir des amplitudes grandes et des moments où on a des amplitudes faibles. Donc là, on va travailler sur la différence de marche, un petit peu de calcul autour de Pythagore, un petit Python, un petit Python. Alors le Python, l'avantage, c'est que c'est lui qui va faire les calculs d'addition. En fait, c'est très compliqué d'additionner, mais l'ordinateur, il additionne sans problème. Voilà, et en fait, on va se rendre compte qu'en fonction de certaines positions, on va avoir des moments avec des oppositions de phase ou pas. Voilà. Ça, c'était un petit travail que j'avais fait. Alternance d'interférences constructive et destructive. Donc là, on avait l'amplitude en fonction du déplacement. Alors là, vous n'aurez jamais le temps de faire un truc Python là-dessus. Mais cette manip-là, là, peut être intéressante. Voilà. Alors, diffraction, ma hantise. Diffraction, je crois que c'est le seul où je suis parti avec rien à Paris. Et sur mon ordi portable, à la dernière seconde, j'ai fait quelque chose. Diffraction, c'était l'angoisse. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. La carte mentale, je l'avais faite quand même. Alors, pourquoi, en fait, c'était l'enfer, diffraction? Tout simplement parce que, en fait, ça avait été retiré du programme. Toutes les démonstrations de diffraction, elles ont été, avec le nouveau programme, elles avaient été retirées. Et du coup, il restait rien. Et si on voulait aller chercher de la théorie sur la diffraction, il fallait aller au-delà du bac+2. Et j'avais pas envie d'aller au-delà de bac+2. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire si je tombe dessus et qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, à la fin, ben voilà, je vais vous dire la décision que j'avais prise, mais c'était ma hantise de tomber sur. Voilà, c'était vraiment celui-là que je voulais pas. Je suis pas tombé dessus, je suis très content. Et on discutait avec des collègues qui voulaient surtout pas tomber dessus. Et ma collègue, elle est tombée dessus, elle était dégoûtée. Mais elle a quand même eu son agrég, donc ça finit bien. Mais ça rappellera, si elle voit cette vidéo un jour, elle va sourire. Donc personne ne voulait le faire à Bordeaux, on a réfléchi 10 fois qu'est-ce qu'on pouvait faire autour de ça et on n'avait rien qui nous plaisait. Bon bref, en tout cas, donc toutes les généralités sur la diffraction, donc le phénomène ondulatoire, modification des surfaces d'onde, etc. Tous les principes, donc c'est ça, hein, tous ces principes qui seront plus trop au programme, quoi, tout simplement. Ça, on va en parler après. Donc, qu'est-ce qui se passe après pour les ondes mécaniques? Donc ça, on peut faire on peut faire une petite. Je pense que ça peut être sympa de faire soit avec une cuve à ondes en manip bureau, en présentation. J'aime bien avec la cuve à ondes, là, avec un petit écart. Là, on a du coup, au lieu d'avoir des vagues qui sont toutes rectilignes, parallèles les unes aux autres, on a un front circulaire. Ça, je trouve ça assez intéressant à faire. Et ensuite, on va avoir tout sur les tâches de diffraction. Alors attention, en classe, on fait beaucoup avec les fentes, même si dans le nouveau programme, il y a beaucoup de trous qui apparaissent. Donc dès qu'on va partir sur un trou, c'est un peu plus compliqué, mais du coup, il faut savoir faire un petit peu aussi. Les applications, donc diffraction des rayons X, donc ça va être un cristallo pour trouver des paramètres de maille par exemple. Dimension d'un objet, donc ça on va le faire en TP pour trouver le diamètre d'un cheveu par exemple. Et les contraintes, donc évidemment la diffraction, c'est pas toujours notre ennemi, c'est souvent notre ennemi. Ça va créer des problèmes partout, hein. Dès qu'on a des dispositifs optiques, la diffraction, c'est l'ennemi.
Alors, qu'est-ce que j'ai fini par garder? Parce que j'ai quand même gardé quelque chose. Plutôt que de tomber sur rien du tout et de rien faire le jour J, je me suis dit, tant pis, soit prendre des vieux bouquins, des éditions d'avant, où il y avait toutes les démonstrations, et prends aussi un livre de TP. Donc ça, c'est un livre de TP, page 185 sur le Bélier. Il y a quand même, il y avait quand même des explications. Il y avait un peu de démonstration et, parler du critère de Rayleigh. Voilà. Et vous voyez, c'est vide, hein. C'était vraiment la catastrophe. Si j'étais tombé là-dessus, j'aurais pas été content. Bref, ouais, c'est très compliqué parce que bah, finalement, il y a plus grand-chose en Bac+2. Il y a beaucoup à Bac+2, hein. On a beaucoup d'interférences, énormément de choses. Alors, on peut faire 1000 choses sur les interférences, mais diffraction, pas terrible. Bref, par contre, au niveau pédagogique, bon, on peut faire le diamètre du cheveu. Ça, c'est assez classique si vous voulez faire quelque chose d'original. J'avais rajouté incertitude un peu. Bon, c'est assez classique. Il faut essayer de trouver quelque chose peut-être mieux. Oscillateur. Alors, dans oscillateur, donc on va parler des généralités autour des oscillations, un peu d'histoire, les positions d'équilibre, stable, instable, etc. Donc l'oscillateur harmonique, le plus simple. Et dès qu'on va avoir aucune force non conservative, par contre, dès que ça va être amorti, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc là, on va avoir un travail autour du facteur de qualité, avec les différents régimes, etc. Oscillateur forcé, donc du coup, donc là, au lieu d'avoir des pertes, ben là, on va avoir un apport d'énergie extérieure. Il faut voir un petit peu tout ça, et notamment la résonance, c'est intéressant d'y travailler dessus. Ensuite, moi j'aimais bien les analogies entre oscillateurs mécaniques et électriques. Voilà. Alors ça, évidemment, vous n'aurez jamais le temps de le faire le jour J, mais moi, de parler d'analogie entre les deux, finalement, qu'on va avoir les mêmes équations plus ou moins, mais qui vont changer un petit peu en fonction des coefficients. Alors, regardez qui c'est qu'on retrouve. Pendule pesant, deuxième édition. Donc oscillation, donc le pendule pesant. Donc c'est l'exercice de tout à l'heure. Voilà, une deuxième utilisation. Donc on est né à la leçon 8 et il y a déjà deux exercices qu'on a mis deux fois, hein. Donc déjà ça veut dire qu'on a fait que 6 fois le travail pour l'exercice post-bac sur 8. On a économisé. Donc je ne reviens pas dessus. Et ensuite, donc, trouver des oscillations au niveau pédagogique, c'est quand même assez compliqué. Et donc du coup, moi je pensais ça c'était du coup en STL, hein. STL, un travail. Alors ça c'est des TP, ça c'est des manips que j'avais faites pour mes TP. Et donc du coup je les ai rajoutés là. Donc il y a un petit travail. Donc moi je me suis appuyé sur le Dufay, donc sur un bouquin de TP. Mais le but c'est de faire ça à un niveau STL. Donc il ne faut pas aller trop loin, hein. Donc là j'avais pris comme exemple, j'avais trouvé des valeurs pour lesquelles ça marchait pas mal, avec le facteur de qualité. Bon, c'est pas évident des fois pédagogique de faire des thèmes qui sont très peu abordés en oscillation, pas grand chose quand même. Voilà, donc je pensais ça. À vous de batailler pour trouver. STL des fois ça nous sauve la vie, hein. Champ magnétique. Alors je vous le présente, mais je suis pas sûr qu'il y soit encore. Il reviendra peut-être un jour. Je crois qu'il a été enlevé parce que justement champ magnétique au niveau pédagogique c'était un peu catastrophe. Donc je le présente quand même rapidement au cas où. Il me semble qu'il avait été enlevé. D'ailleurs le jour où il avait été enlevé je me suis dit mais c'est pas trop tôt. Donc toutes les généralités autour du champ. Donc les sources, où est-ce qu'on va retrouver, comment on le trouve ou comment on le fabrique, un travail sur les lignes de champ, le moment magnétique, les mesures, outils de mesure, un travail sur l'induction, donc ça c'est plutôt travail de première année de PCSI, et un travail donc sur le magnétostatique, donc là c'est tout le gros travail de deuxième année, là. Donc sur le champ magnétique, avec les équations de Maxwell, etc. Tous les effets, donc force de Lorentz, force de Laplace, avec des manips sympas quand même.
Si vous voulez mettre une petite manip de classe, moi j'aime bien les rails de la place, je trouve ça super sympa. Super manip, etc., etc. Et les applications, donc avec les champs qu'on a vu tout à l'heure sur les aiguilles, les aimants, pardon, les aimants droits, etc. Donc on va avoir les boussoles, tout un travail sur les moteurs, mais alors attention, hein, moi je suis pas très fort là-dessus. Si vous vous lancez dans un moteur, il ne faudrait pas qu'on vous pose des questions, hein. Si vous ne le sentez pas, enlevez-le. Les transformateurs, l'impression magnétique, donc ça c'est intéressant, justement c'est quelque chose donc dans l'informatique. Et ensuite, la spectroscopie, etc., principe d'un IRM, ce genre de choses. Donc je passe vite parce que vraiment de mémoire, il me semble qu'il n'y ait plus. Alors, qu'est-ce que je pensais faire? Théorème d'Ampère autour d'un cylindre. Voilà. Et du coup, comme toujours, hein, quand on fait une démonstration de cours, il faut l'appliquer. Donc là, un travail sur l'éclair. Le travail sur l'éclair, c'était donc numéro 53, page 611. Et donc c'est du Duno. Ah non, mais il y a une question. Mille et une questions, page 611. Donc voilà, donc ça c'est un exemple de mille et une questions avec une démonstration du Duno. Voilà, donc on a les deux. Et ensuite, comme il n'y a rien en pédagogique, il n'y a qu'un travail sur l'induction dans l'alternateur au niveau de l'enseignement scientifique de terminale. Donc on parle de l'alternateur, donc pourquoi pas. C'était la seule chose que j'avais trouvée. Mais vous me confirmerez si ça a été enlevé ou pas. Les capteurs. Alors les capteurs. Donc une généralité sur les capteurs, donc on fait plusieurs mesures, tout l'étalonnage des capteurs, la sensibilité, la précision, les temps de réponse, etc. Donc ça c'est toute la généralité sur les capteurs. Donc qu'est-ce qu'on va mesurer? Donc toutes les grandeurs qu'on va mesurer. En fonction de la grandeur mesurée, on aura un nombre de capteurs. Les capteurs actifs ou passifs. Donc est-ce qu'on va générer quelque chose ou est-ce qu'on va subir quelque chose? Voilà. Et ensuite les applications. Donc les capteurs qui vont automatiser les choses, un capteur de lumière par exemple, pour allumer un réverbère, le capteur de pluie pour faire fonctionner mes essuie-glaces, ce genre de choses, et les appareils de mesure. Voilà. Après on peut montrer une petite manip d'intro, ouais, je sais pas, peut-être. Peut-être une de celles-là à choisir. Alors, ah ben non, tiens, j'avais là la manip. Manip solénoïde, son FEOL. Donc on a la petite manip qui va venir ici. Donc pas pour l'intro, du coup, faut pas en mettre trop. Donc une petite manip avec un solénoïde, une sonde à effet Hall. On va tout travailler autour de ça. Et là, il y a tout qui est expliqué en fait. Ça, c'est extraordinaire. C'est que dans ce chapitre-là, dans ces pages-là, vous allez pouvoir suivre tout doucement le cheminement de votre cours et expliquer le principe de cette sonde. Donc c'est plutôt intéressant cette sonde, moi j'aimais bien. Et il y a plein de phénomènes intéressants. Ensuite, au niveau pour les capteurs, donc moi je pense que la seconde c'est le mieux pour le pédagogique. Donc vous avez plusieurs, dans les manuels, vous avez plein d'exemples de TP autour des capteurs. Donc moi je pensais à ça. Là j'en avais trouvé un sur la photorésistance. Je ne sais pas si le code il était donné. Il a dû être donné là-dedans. Il a dû être donné. J'avais juste modifié. Là il y avait marqué int et j'ai mis float parce qu'il n'y a aucune raison que la valeur seuil ce soit un entier. Donc il n'y a aucune raison que ce soit int. Et il n'y a aucune raison que la valeur n ce soit autant mettre float, hein, comme ça veut dire que ça peut être un décimal. Donc sinon il n'y a aucun intérêt. Et donc là l'intérêt du Arduino c'est qu'on va envoyer des signaux en continu et dès qu'on va atteindre les valeurs seuil, ça va changer. Donc c'est le principe d'un capteur, hein. Le capteur dès qu'il atteint une tension seuil, il change d'attitude. Voilà. Donc ça c'est un petit TP que j'avais trouvé sur le Hatier de seconde. Voilà, petit travail autour de... Mais seconde, moi ça me paraît le mieux. Capteur en seconde, c'est le mieux. Phénomène de transport.
Alors, une généralité donc, sur les phénomènes, donc l'inhomogénéité d'une grandeur intensive. Donc, à partir du moment où on a une inhomogénéité, il va y avoir une variation, un gradient de quelque chose, et donc ça va créer un flux, et donc un déplacement. Voilà, automatiquement, dès qu'il y a une inhomogénéité, il y a forcément quelque chose qui va se produire. Donc, il faut expliquer le principe. Donc, ensuite, donc trois grandes parties, donc transfert de matière, donc on va voir tout ce qui est diffusion de particules, transfert thermique, donc ça c'est les gros chapitres de deuxième année, hein. Donc on a les gros chapitres sur diffusion d'une particule, et après diffusion, la diffusion dans les trois gros chapitres, quoi. Ça, il faut que vous revoyiez un petit peu tout. Donc avec loi de Fourier ici, loi de Fick ici, loi de Fourier, etc. Donc je ne reviens pas là-dedans, parce que de toute manière, je pense que j'ai un peu oublié aussi. Mais je me souviens que c'était des grosses parties de cours. Grosse partie de cours. Propagation d'un signal. Donc là, on va avoir pour les ondes électromagnétiques, mécaniques. Alors là, c'est riche ça. C'est très riche. Et un petit peu donc tout ce qu'on a vu sur la propagation dans la fiche sur propagation. Voilà. Donc nous, ce que l'on a choisi de présenter, c'était diffusion de particules. Diffusion de particules avec loi de Fick. Donc ça, c'est toute la leçon qui va avec. Et vous avez tout dans le Duno chapitre 2. Donc c'est un des premiers, hein, c'est la première diffusion qu'on voit dans l'année. Et comme tout, diffusion de particules, moi je m'appuie sur deux choses. Donc je m'appuie sur combien de temps pour diffuser le sucre dans le café. Toujours bien de partir de ça. Et de ce schéma Python, il est dans le livre. Donc il y a deux choix. Soit vous donnez ça, le livre, cette page-là, vous le donnez à un assistant qui vous le fasse et vous le projetez, vous expliquez, on va en parler après. Soit vous le tapez vous-même. Est-ce qu'il était long? Je vous montre. L'avantage de le taper, c'est qu'on peut expliquer des lignes, quoi. Voyons voir. Il n'est pas si long, hein, il fait 40 lignes. Il faut le comprendre, de toute manière. Si vous ne le comprenez pas, c'est pas la peine. Donc là, on va tracer plusieurs courbes. Et dans chaque courbe, on va faire juste varier le temps. Mais il me semble qu'il était entièrement donné, hein. D'ailleurs, quand ils tracent des choses Python sur les bouquins, ils vous donnent les codes. Donc on va obtenir ça. Alors c'est quoi qui est intéressant, c'est que là, on a pour t est égal à 100, ça va être secondes. 100 secondes, il faudrait revoir dans le lancé, je ne sais plus. On va avoir toutes les particules qui sont proches de la position initiale, hein. Et quand le temps augmente, on voit que elle commence à s'étaler, hein, sur les côtés. Donc là, c'est le deuxième temps, le troisième, le quatrième, etc. Et si le temps tend vers l'infini, ben, on va arriver à cette ligne. Tout sera homogène, quoi. Voilà, j'aime bien. Donc au pire, si vous ne voulez pas le taper, vous pouvez le faire scanner et l'afficher au tableau. Moi, je l'avais fait, hein, de faire afficher une courbe au tableau le jour J. C'était une courbe que je ne pouvais pas tracer, mais ça se fait sans problème, hein. Ils vous le feront avec plaisir. État de la matière. État de la matière, ça aussi, c'est un oral que j'ai fait en oral blanc aussi. J'en ai fait plusieurs des oraux blancs. Donc, je peux aussi vous dire ce qui a plu ou pas plu à mes correcteurs. Une grosse carte mentale. C'était mon premier, je crois, oral blanc. Je sais plus, le deuxième peut-être. Hop, elle est tellement grande qu'il va falloir que je réduise. Hop. Alors, cette carte mentale. Donc évidemment, elle est très très riche. Il faudrait un petit peu enlever. Mais moi, je fais des cartes mentales très riches, sachant que je ne les ferai pas le jour J. Mais en fait, quand je révise mes plans, je relis ma carte mentale et ça me remet toutes mes notions en tête. Donc c'est un peu l'idée. Donc, ce qui est très important dans l'état de la matière, et ça c'est ce qui a fait la grosse différence, je pense, c'est qu'il y a vraiment une description macroscopique et microscopique. En fait, si je veux décrire les états de la matière, ben, j'ai deux échelles d'observation. Ça, c'est ce qu'on m'a fait rajouter dans mes commentaires.
Je l'avais pas mis dans ma première carte mentale et le professeur a essayé de me faire dire le mot que j'arrivais pas à dire. Et comment on passe de l'un modèle à l'autre? C'est quoi? C'est quelle partie de la physique? Donc voilà. Donc rajouter ça, ça fera plaisir. Moi, je l'avais pas fait et du coup, ça, on me l'avait reproché. Donc l'interprétation microscopique d'abord. Donc pour les solides, on va avoir tout ce qui est cristallographie. euh, avec le modèle, donc voilà, la vibration autour d'un équilibre, les liaisons, les cohésions, etc. Pour les liquides, donc ce qui va changer, voilà, j'avais rajouté, c'est ça, le libre parcours. Donc la distance au bout duquel on va rencontrer un voisin, les cohésions, et pour le gaz avec justement du coup ce libre parcours qui est plus grand, et parler un petit peu du plasma, si on se le sent, hein. Si on se le sent pas, on évite. Et la description macroscopique, mais là, c'est pas pareil. Là, il va y avoir tout ce qu'on voit au collège, finalement. Condensé, le volume propre, la forme, etc. Euh, on peut parler des fluides supercritiques, c'est intéressant. Plusieurs fois, j'avais l'occasion de le caler dans plusieurs exposés, donc autant le dire. Là, si vous vous sentez en électromagnétique dans un plasma, c'est assez costaud. Donc on évite si on n'y connaît rien. Je me souviens quand j'avais travaillé ça, je comprenais à peu près, mais c'était pas mon fort quand même. Mécanique, tout ce qui est mécanique des fluides. Donc là, on est aussi sur une échelle. Alors c'est mésoscopique, quoi. C'est pas microscopique, c'est pas macroscopique. La mécanique des fluides, c'est un peu spécial. On est un peu entre les deux. Et donc, les solides au niveau macroscopique, et donc toute la thermo, quoi. Et toute la thermo. Donc voilà, ça c'est ce qui a plu vraiment. Ces deux gros pôles. Description. Alors attention, il n'y a pas que les descriptions. Alors là, il y a les changements d'état, là on est au niveau du collège, sauf ça. Sinon, c'est plutôt du niveau de collège. Et par contre, voilà, ça c'est hyper intéressant. Donc on va avoir toute la partie thermo avec les cycles, quoi. Diagramme de phase, cycle, équilibre entre liquide et gaz, ce genre de choses. Hyper vaste aussi. Donc cette carte mentale, elle avait été appréciée. Sauf ça, là, il manquait ça. Donc je l'ai rajouté. Alors ensuite, donc ce que j'avais présenté, alors, un travail justement sur les équilibres de phase. Il fallait bien choisir quelque chose. Donc je suis parti sur deux parties, donc diagramme de phase et diagramme de Clapeyron. Et diagramme de phase, un travail autour de l'étude du CO2 sur Mars. Donc à partir de 1001 questions, on part de ce diagramme-là et on explique tout. Donc il suffit de suivre un petit peu cet exercice. Et ça avait été apprécié. Franchement, ils étaient contents. J'avais eu un... Pourtant, ils y allaient pas de main mortelle, les correcteurs. Quand c'était pas bon, ça leur plaisait pas. Et là, ça s'était plutôt bien passé. Et une deuxième partie avec justement les déterminations de la composition dans une enceinte avec des mélanges liquide-gaz. Euh, voilà, j'étais parti sur deux parties comme ça. Et ça avait plutôt été apprécié. Voilà, donc je l'avais gardé tel quel parce que bah, ils étaient plutôt contents du travail. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, j'ai mis du coup ce que j'avais trouvé. Donc ça, c'était dans le bouquin avec les données. Et ça aussi, c'était pour la deuxième partie dans le bouquin. Ouais, c'était les scans des bouquins. Voilà. Donc ça, je l'avais présenté en épreuve blanche. Et ensuite, au niveau du pédagogique, on travaille sur la loi de Mariotte. Voilà, on peut tout faire là. C'est tellement vaste, on peut tout faire. Dynamique d'un système électrique. Donc on va parler des différents dipôles, avec toutes les petites formules qui vont bien avec. Les lois, donc l'approximation des régimes quasi-stationnaires, donc c'est bien d'en parler, donc avec les limites évidemment, hein, à partir du moment où on sort de cette approximation, quand on est proche des limites, loi de Kirchhoff, loi d'Ohm, etc. Les circuits linéaires d'ordre 1, d'ordre 2, ça il faudrait revoir dans les détails, je vous avoue que j'ai un peu oublié. Et donc le régime forcé et régime transitoire. Donc ça, vous allez avoir beaucoup ça en terminale spécialité par exemple.
on va travailler sur le circuit RC, avec les temps constantes de temps, etc. Et ceci G3, mais c'est vide, il n'y a rien. Et ici, un travail sur le régime forcé, et donc forcément, on travaille sur la résonance. Régime transitoire, pulsation imposée, etc. Bon, il faut revoir un petit peu tout ce qui va avec. Hein. Et ce que j'avais proposé, donc en pédagogique, un travail sur la charge du condensateur, comme je viens de vous dire. Et ensuite en post-bac, un travail sur le RLC série soumis à un échelon de tension. Tout est expliqué là. Donc j'ai remis ce que je voulais faire. Donc les trois régimes, faire une petite manip rapide en faisant varier la résistance. Donc on prend une boîte résistance et on trouve 3 résistances pour lesquelles on a les 3 régimes différents. Donc on retrouve la loi des mailles. À partir de la loi des mailles, on retrouve toutes les équations, la solution particulière, etc. Et là, on a quand même un travail autour des 3 régimes. Il y a un peu de maths quand même. Un peu de maths. C'est pour ça que j'ai voulu rajouter les manips. Parce que comme on m'avait reproché des fois de faire des fois un peu trop de maths, pas assez de physique, il faut rajouter de la chair autour. Voilà, donc je vous laisse analyser ça tranquillement. Donc un travail sur le RLC série avec un échelon de tension. Ça, je l'avais pas mal travaillé, mais plus pour les TP quand même. Ah, 14. Voilà, donc 14, c'est celui sur lequel je suis tombé. Ça, c'est ce que j'avais prévu, ça, c'est ce que j'ai fait. On va voir la différence. Pas grand-chose. Alors, donc les fluides. Donc description microscopique, macroscopique, c'est exactement ce que j'avais présenté sur les états. À partir du moment où ma carte mentale, elle est efficace au niveau des états, ben, en fait, j'ai repris tout ce que j'avais fait au niveau des états en enlevant l'état solide. Quoi. Voilà. Donc là, on a les 2 descriptions, comme on a vu l'autre fois, et donc 2 grandes parties, dynamique et statique des fluides. Donc là, statique des fluides, on va faire ça pas mal en lycée quand même. Il y en a aussi en première année, et notamment cette partie-là. Et après la dynamique des fluides, ça c'est tout le... Alors, il y en a un petit peu en terminale spécialité, mais c'est quand même assez limité. Et là vous allez avoir tout le gros dur, quoi. Équation Navier-Stokes, toutes ces choses. Donc fluide en écoulement, champ de vitesse, approche lagrangienne, eulérienne. Donc tout ça, il faut vous dire que quand j'ai commencé, moi j'avais un niveau 0. Hein. Dynamique des fluides, je ne connaissais rien. C'est-à-dire que j'ai jamais appris ça dans mes études. Parce que j'ai fait des études plutôt de chimie. Et en DUG, mes 2 premières années, puisque j'ai arrêté la physique après Bac plus 2. Et ça, je crois que j'avais jamais fait. Hein. Donc je suis parti d'un niveau 0,0. Hein. Ça, j'avais jamais vu. Hein. Je savais même pas ce que c'était Navier-Stokes. Et donc j'ai tout appris avec une seule et unique méthode. Hein. Regarder des vidéos type e-learning et ce genre de choses. Et les bouquins. Et en un an. Hein. En un an, donc ça s'apprend quand même. Hein. Bon, c'est beaucoup de travail, mais ça s'apprend même en partant de zéro. C'est pour ça que même si ça fait un peu peur là quand je les re-regarde, il faudrait que je me repenche dessus. Voilà, donc ça c'est le sujet sur lequel je suis tombé. La carte mentale, j'avais fait exactement la même, à peu près, hein, à quelque chose près, sans évidemment mettre trop de détails. Hein. J'en ai pas mis beaucoup, j'en ai mis un peu quand même. Donc j'ai dû mettre 1, 2, 3, 4. Ça j'ai mis, et j'ai peut-être rajouté, par exemple l'équation. Non, peut-être pas, c'était trop long à taper. Qu'est-ce que j'ai dû rajouter? Mais j'ai rajouté des petites choses en plus. Voilà, mais j'ai eu le temps de la faire hein, en live, donc avec le logiciel, hein, ce même logiciel, là, c'était Xmind. Je l'ai fait, j'ai eu le temps de le faire. Ce que j'avais prévu et ce que j'ai fait. Alors ce que j'avais prévu en pédagogique, c'est un travail sur la force pressante, le hublot, première spécialité, et un TP sur l'Anne Mariotte. En réalité, c'est pas ça que j'ai fait parce que je suis tombé sur évaluation comme compétence. Donc j'ai changé ma stratégie. Et donc à la place, j'ai fait ça. J'ai fait une évaluation diagnostique sur tout ce qu'on avait besoin de savoir faire en première spécialité avant d'attaquer cette partie. Une évaluation formative autour du TP de la loi de Mariotte, c'est ce que j'avais pensé faire. Et du coup après j'ai fait une évaluation sommative là, qui était entièrement rédigée avec barème et tout,
sur le principe statique des fluides, donc l'évolution de la pression avec la profondeur dans l'eau. Voilà. Et donc dans l'évaluation formative, on les formait sur l'utilisation d'un logiciel. Et du coup, après, on pouvait le vérifier avec l'évaluation sommative. Voilà, donc ça, c'était ma partie pédagogique. Donc cette carte mentale, plus la partie pédagogique, 25 minutes, j'avais fait. Et après, du coup, 25 minutes sur la deuxième partie. Alors la deuxième partie, c'est un exercice fait maison que j'avais créé, pas pour cette partie-là. En fait, c'est un exercice fait maison que j'ai créé pour frottement. Et en fait, je l'ai présenté à mes profs, ils ont adoré, et donc du coup, je l'ai mis là en plus. On en parlera après. Donc à la base, c'est juste frottement fluide. Donc le but, c'est de travailler sur la chute d'une bille dans du glycérol à un niveau de première année, sauf que, en fait, pour utiliser ce programme de première année, on vous donne la loi de Stokes comme ça. Tac, il y a les données. Ça, c'est donné dans les livres de première année. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que je démontre la loi de Stokes avant de l'utiliser dans le chapitre. Donc en fait, c'est chute d'une bille dans le glycérol. Donc c'est chute avec frottement, mais avec de la dynamique des fluides dedans, puisqu'on va démontrer la loi de Stokes. Toutes ces valeurs-là, en fait, il y a tout qui fonctionne. Tout est fait pour que ça fonctionne correctement, en fait. Tout avait été étudié en avance. Et je vous explique un petit peu ce que j'ai fait le jour J. Donc j'ai expliqué que je ferai un pointage vidéo avec une bille en fer de 6 mm de diamètre qui chute dans du glycérol. Alors ça, j'ai demandé à avoir la manip, donc je l'ai faite. Alors c'était pas le bon diamètre de bille, et donc j'ai lâché ma bille dans le glycérol, dans une colonne de glycérol. J'aurais expliqué que j'aurais pris une caméra, que j'aurais enregistré, etc. Et je leur ai montré la manip. Ensuite, on a un mouvement rectiligne accéléré puis uniforme. On va essayer de comprendre pourquoi. Donc en fait, je me suis dit, tiens, on va essayer de comprendre pourquoi, c'est bizarre et tout ça. Et ensuite, après, on parle de la force de traînée. Donc là, il y a une formule là, qui est un peu compliquée pour la force de traînée. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça peut être ce bazar-là. Donc on travaille là-dessus. Et en fait, le problème, c'est que pour pouvoir trouver cette force-là, en fait, on a besoin de connaître ce coefficient de traînée. Et ce coefficient de traînée, il n'arrive pas de nulle part. En fait, il y a ce machin-là. Ce machin-là, ça nous permet de retrouver le coefficient de traînée. Alors ça, c'est un scan du bouquin, de deuxième année, chapitre 8. Et ça, je l'ai demandé qu'ils me le scannent le jour J. Ils me l'ont scanné et je l'ai projeté au tableau. J'ai travaillé beaucoup autour de ça. Alors, on revient encore plus en arrière. Le seul problème, c'est que pour trouver ce coefficient de traînée, il faut connaître ce petit coefficient de Reynolds, ce nombre de Reynolds. Et donc, on revient en arrière. Alors, pour retrouver le coefficient de Reynolds, il nous faut l'équation de Navier-Stokes. Et c'est la partie convective sur la partie diffusive dans l'équation de Navier-Stokes. Donc je suis revenu encore en arrière en partant de Navier-Stokes. Et ensuite, on a retrouvé un petit peu, c'est des calculs qu'on retrouve assez classiques, il y a la réponse qui est donnée ici. Là. Donc ça, c'est les classiques. Et avec mes données, alors j'ai pas fait, alors ça c'est la masse volumique du glycérol, on ne peut pas le changer, mais j'avais fait en sorte d'avoir, ça c'est quoi, c'est la vitesse, je sais plus ce que c'est ça, 0,85, bon bref c'est dans les données, et je retrouvais, donc là on a le coefficient de viscosité, ici c'est la vitesse. Ah oui, parce qu'on retrouvait la vitesse grâce à la caméra. On retrouve la vitesse, voilà, grâce à la caméra, voilà. Donc là on se retrouve avec un nombre de Reynolds qui vaut 0,42. Donc 0,42, on se retrouve dans cette partie-là de la courbe. Et cette partie-là de la courbe, elle a une particularité, c'est que c'est affine. Hein. Et donc on va essayer de retrouver l'équation de cette droite. Le seul problème, c'est que c'est en puissance de 10. Et donc nous, comme on ne peut pas travailler en puissance de 10, du coup on va travailler en logarithme. Et on retrouve un coefficient qui va être de 24 sur RE. Alors pourquoi 24 sur RE? Parce que le 24, on se met ici,
10 puissance 0 égale 1, et on doit avoir 24, ou quelque chose comme ça. En tout cas, on retrouve une pente. Et maintenant que j'ai retrouvé mon coefficient, je vais pouvoir l'injecter. J'ai pas un truc plus détaillé? Ah oui, voilà, ça c'est la version plus détaillée. Donc ça, c'était la version un peu rapide, et la version détaillée, elle est dessous. Donc là, voilà. Donc là, on a la vitesse limite qui était dans l'équation. Donc là, il y a tout qui est détaillé, hein. Tic, tic, tic. Donc là, Navier-Stokes, etc. Voilà. Donc là, on a une partie logarithmique pour enlever les puissances de 10, et on se retrouve avec le coefficient. Voilà, donc ça, c'était mon exercice. Et derrière, une fois que j'ai démontré la loi de Stokes, on repart sur du programme chute avec frottement, et pour retrouver l'équation différentielle. Voilà. Et après, tout développer et retrouver ben, le régime transitoire, etc., etc. Après, c'est plus classique. Donc en fait, ce qui était original dans cet exercice, c'est qu'on commençait à faire un exercice de première année, on nous donne une formule qu'on va démontrer en fait. Démontrer une formule, je trouve que c'était intéressant. En tout cas, ils ont adoré. Quand j'ai présenté ça donc à mon oral blanc pour frottement, hein, quand j'ai présenté ça à mon oral, ils ont adoré, mes correcteurs. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais le mettre dans fluide aussi parce que c'est frottement fluide, donc je peux le mettre et dans frottement et dans fluide. Et donc, voilà, comme je tombais sur fluide, j'ai fait ça. Et donc, bah voilà. Après, à ce moment, alors là, je me maîtrise moins, hein, évidemment. À ce moment-là, j'étais quand même plutôt bien, hein. Enfin, dans mes révisions, j'étais en forme, on va dire. J'étais au mieux, mieux de ma forme. En tout cas, c'est un exercice qui fonctionne et qui a plu. Donc, ça marche pour 2 montages, frottement, et ça marche pour 2 exposés, frottement et fluide. Donc, est-ce que vous avez envie de faire les efforts pour 2? En tout cas, c'est sûr que bah, ça fonctionne bien. Donc, je le passe, hop, à travailler tranquillement. Par contre, ouais, pour les bouquins, alors pour suivre dans le bouquin, ça va être tout ce qui est chute avec frottement, et ça va être tout ce qui est démontrer la loi de Stokes. Exposé 15, résonance. Donc pour la résonance, donc il faut voir d'abord tout ce qui est oscillateur, mécanique électrique, les équations associées, tout ce qui est onde stationnaire, et avec donc tout ce qu'on va voir comme pulsation propre en régime donc libre. Pour pouvoir justement étudier bien le régime forcé, d'abord il faut bien comprendre ce qu'est le régime libre. Donc le régime forcé, qu'est-ce qui va se passer? Donc on va avoir une excitation extérieure qui va imposer une pulsation, et si la pulsation imposée elle est proche de la pulsation libre, on va avoir le phénomène de résonance. Ici, donc, on va parler de dissipation, facteur qualité et de frottement, donc les limites de résonance et tous les effets, donc en électricité, pour les filtres, la détérioration potentielle des composants, et mécanique. On va voir le pont là, ça va être dans les applications dans la leçon. Alors pour la partie post-bac, résonance des modes propres d'une corde vibrante, donc niveau 2e année. Une petite manip bureau avec la corde de Meld. Toujours, c'est très facile c'est très visuel, facile à mettre en place. Donc j'aime bien ça. Donc en prérequis, donc là où il faut passer assez vite. Donc régime libre, les modes propres, solutions particulières, etc. Pourquoi? Parce que nous on va s'intéresser à la 2e partie. Alors onde stationnaire, conditions aux limites. Donc ça, il faut revoir toute la théorie, les solutions aux équations, on repère les modes propres, et donc, ce qui est vraiment important, et là où il peut y avoir des erreurs, c'est que la résonance, en fait, et les modes propres, c'est pas forcément la même chose. Il y en a qui vont confondre un petit peu. On va observer les nœuds et les ventres sur une corde, par exemple, à la résonance, alors que même s'il n'y a pas de résonance, elles y sont en fait, mais on les verrait pas en fait.
tout simplement. Donc ça accentue juste les choses. L'application pour le pont qui s'était écroulé. Donc c'est pas mal de toujours mettre une petite application. Donc là c'est dans le 1001 questions. Voir un petit peu pourquoi on n'a plus le droit de marcher au pas là, sur un pont suite à cet incident. Donc voilà, un petit travail autour des modes propres de la corde vibrante. Faut voir ce que vous mettez dedans. Bon, voilà, moi je pensais à ça. Et ensuite, pour la résonance STL, circuit RLC. Donc ça c'est une petite manip avec les composants qui vont bien à tester. Il faut bien le tester. Et ensuite on va montrer l'influence du facteur de qualité. Voilà. L'influence du facteur de qualité. Vous avez un petit programme Python qui va tracer la courbe de UR sur E0 en fonction du facteur de qualité. Et on va voir que on va avoir une résonance pour oméga égale oméga 0. Hein. Ici, donc oméga sur oméga 0 égale 1, mais qu'on n'aura pas la même forme de courbe en fonction de Q. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Donc, vous allez mettre toutes les caractéristiques de vos composants. Donc là, on a 10 nanofarad pour pour le condensateur, par exemple. Ici, vous allez mettre les facteurs de qualité que vous voulez. Donc là, on a 0,25, 0,5, 0,71, etc. Et ici, donc oméga 0, le calcul pour retrouver oméga 0. Ça, c'est un tableau. On va faire varier oméga entre 1 et 5 fois oméga 0. Voilà, donc pour arriver à 5 ici. Et ça, c'est le nombre de points. Donc là, on a mis 10 000, on peut en mettre moins. Et ensuite, la partie un petit peu technique, c'est ici. Donc le calcul de UR avec l'équation. Et ensuite le tracé. Voilà. Donc c'est un petit programme qui nous permet de retracer ça. Et là, c'est pas mal à analyser. Moi, j'aime bien. Voilà. Et donc l'application à la bande passante sélecteur, on va expliquer en fait l'intérêt. Hein. Si on veut une bande courte avec une forte résonance, on va pouvoir justement sélectionner une fréquence ou une autre. Voilà. Après, il faut voir ce que vous pouvez faire autour de ça. STL, des fois, ça nous sauve. Alors, faut pas aller trop, attention, hein, ça reste du STL, il faut pas faire un niveau post-bac. C'est pour ça qu'il faut essayer de simplifier au maximum, donner tout près, les choses. Bon, à voir. 16, signal analogique numérique. Alors, pour ça, vous voyez, il y a plein d'images ici. Alors, ces images, c'est des captures d'écran que j'avais faites. J'avais tapé sur Google analogique numérique. J'avais trouvé une petite vidéo. Alors, vous allez reconnaître hein, parce que c'est écrit au stylo comme ça, donc ça va être facile à reconnaître. J'avais retrouvé cette petite vidéo qui était assez courte et plutôt bien faite, qui résumait un petit peu tout ce qu'on avait à savoir. Donc c'est pour ça que j'ai mis des petites captures d'écran. Alors ça c'était juste pour me rappeler la leçon. Évidemment le jour de la grecque, vous n'avez pas le temps de faire tout ça. Hein. Mais c'est plus pour réviser. Euh, allez voir cette vidéo, vous allez voir, ça vaut le coup, pour vous mettre à jour. Donc, la différence entre un signal analogique, dans généralité, différence entre signal analogique et numérique, donc principalement, donc ça c'est continu dans le temps, alors que numérique, on va avoir un signal discret, donc c'est des valeurs de temps en temps. Ici, donc le passage de l'un à l'autre, donc les convertisseurs et le décodage. Donc le signal analogique, c'est bien d'en parler quand même, pas que du numérique, puisque c'est analogique et numérique. Donc on va avoir par exemple ce signal ici, et on va parler après de ce qu'on appelle tout ce qui est échantillonnage et quantification. Donc ça c'est important de voir un petit peu la différence entre les deux. Donc au niveau de l'échantillonnage, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, comme on a un nombre infini de valeurs au cours du temps, en fait on va sélectionner de temps en temps une valeur. Donc on va avoir ce qu'on appelle une fréquence d'échantillonnage, qui est plus ou moins grande. Si elle est très grande, c'est super, on a quelque chose qui va se rapprocher de l'analogique, mais le problème c'est que ça va coûter beaucoup en stockage.
Et donc il faut trouver une fréquence qui va être suffisamment élevée pour que ce soit bon, mais pas trop élevée pour pas que ce soit trop coûteux. Donc l'épine de Dirac à revoir, le signal échantillonné, donc ça il faut revoir aussi, et le critère channel, alors ça je vais en parler maintenant parce que c'est sur ça qu'on va travailler dans le post-bac. Alors c'est quoi? Alors c'est assez simple à comprendre dans l'esprit, c'est que si la fréquence d'échantillonnage est au moins 2 fois plus grande que la plus grande fréquence dans notre signal, ça va fonctionner. Alors que si on a une fréquence d'échantillonnage trop faible, inférieure à 2 fois la fréquence max, il va y avoir un mélange terrible et ça va ressembler à plus rien. Donc c'est un petit peu autour de ça qu'on va travailler tout à l'heure. C'est bien de voir des applications, le téléphone, la radio, le CD, c'est pas les mêmes fréquences d'échantillonnage. Alors la différence entre échantillonnage, donc ça c'est tout ce que la partie temporelle, alors que la quantification, en fait, c'est encore un petit peu autre chose. Donc une valeur donc dans le temps, elle va évoluer, mais c'est une grandeur qui va changer. Et ces grandeurs, bah, c'est continu, hein. Quand je passe de 1 à 5, bah, j'ai une infinité de valeurs possibles entre les deux. Mais là, on va découper du coup les valeurs possibles en plusieurs sous-divisions et on va voir ce qu'on appelle un pas. Ce pas, il va dépendre du nombre de bits sur lequel on va coder. Donc si on code sur 8 bits, il y a 250 pas. Si on code sur 16 bits, il y a 65 535 pas. Donc il vaut mieux coder sur 16 bits si on va avoir très peu d'écart entre chaque possibilité, mais ça coûtera beaucoup plus en mémoire. Donc en fonction de ce qui sera utile ou pas, on va utiliser l'un ou l'autre. Par exemple en téléphonie, 8 bits suffit, alors que pour un CD, il faut plutôt 16 bits. Et donc on va séparer, donc on va avoir des valeurs discrètes, hein, donc là c'est un exemple avec 3 bits ici pour expliquer les possibilités pour aller de 0 jusqu'à 0 à 7. Voilà. C'est intéressant de voir, quand on augmente, je pense, le nombre de bits, voir un petit peu, plus le nombre de bits sera élevé et plus on sera proche du signal analogique, à condition évidemment d'avoir une fréquence d'échantillonnage qui est suffisamment grande. Voilà. Et donc toute la conversion analogique numérique. C'est un petit circuit. Donc si on parle de signal numérique, donc au niveau pédagogique, moi je pensais parler de l'image et le son au niveau post-bac. C'est bien de voir les deux. Pourquoi? Parce que tout ce qui travaille autour du pixel, codage rouge, vert, bleu, c'est pas trop compliqué. C'est vu, alors moi je fais les SNT en seconde, on le fait un peu aussi hein, en seconde dans la partie SNT, mais bon, ça on n'a pas le droit d'en parler. Et donc du coup, c'est plutôt dans STL, première STL que vous allez trouver ça. Donc fouiner, donc il y a marqué Montpellier, donc ça c'est l'activité qui est disponible en ligne, il faut fouiller un petit peu là-dedans. Donc au niveau du post-bac, donc les bouquins de TP1. Clairement, moi pour construire cette partie-là, plutôt les bouquins de TP. Alors ça, c'est les screenshots, là, je vous ai dit, de la vidéo que j'avais vue. Ça, c'est pour me mettre, pour apprendre, hein. Voilà. Donc vous c'est important de regarder cette vidéo pour revoir la théorie qui va avec, et du coup de retrouver toutes ces équations. Je ne vais pas vous refaire ça, tout à l'heure, j'ai oublié un petit peu comment ça fonctionne, hein. Je sais que je me souviens que j'avais regardé cette vidéo, que ça m'avait apporté beaucoup. Allez essayer de fouiner pour la trouver, mais je ne crois pas que ce soit trop compliqué. Donc les deux cas, quand la fréquence est trop faible et quand la fréquence est suffisamment grande, et on va voir tous les cas possibles, hein. Ça, je vous laisse batailler. Il y a juste une chose que je regrette, que j'aurais dû faire, je pense, c'est de prendre un des exemples, voilà, soit téléphonie, soit radio, soit CD, et d'essayer d'appliquer au téléphone par exemple, ou au CD, je sais pas. C'est bien parce qu'on peut parler aussi de la quantification. Donc peut-être si c'est à refaire,
Je serais parti plutôt soit du téléphone, soit du CD. Et ensuite, j'aurais développé autour. Ouais. Téléphone, CD et autour. Ouais. Donc si c'est à refaire, donc son critère de Shannon, mais en partant de quelque chose. Ouais. Je serais plutôt comme ça. Voilà, à vous de voir. Conversion de puissance. Donc d'abord la puissance, donc l'énergie par unité de temps. Donc ça, on commence à le voir dès le... Je sais qu'en première, on le fait. Bon, les relations puissance-énergie, on va en avoir besoin assez tôt. Et ensuite, bon, toutes les puissances qui existent, thermiques, chimiques, lumineuses, etc. Est-ce qu'on aurait pu mettre des exemples? Je ne sais plus. Donc toutes les différentes puissances qui existent. Donc assez simple de ce côté. Ensuite, les conversions de puissance. Donc c'est quand même de ça qu'on va parler. Donc la puissance c'est bien, mais comment on les convertit? Donc puissance mécanique à partir de, donc thermique, on va avoir par exemple un moteur de voiture. À partir de puissance électrique, le haut-parleur. À partir de puissance chimique, les muscles dans le corps. Puissance électrique à partir de lumière, photovoltaïque, à partir de mécanique, l'alternateur, et chimique, la pile. Et pour la lumière, donc on va avoir la lampe, et ensuite, pour thermique, on va avoir par exemple les combustions pour le bois dans la cheminée, et la bouilloire puissance électrique. Et donc qui dit conversion, évidemment, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si je vais récupérer un maximum de puissance utile, ou si j'ai beaucoup de puissance perdue, et donc il y a tout un travail autour du rendement, puisque généralement dans la conversion de puissance, on veut un maximum de puissance utile et un minimum de puissance perdue. Voilà. Elle est assez simple, peut-être que j'aurais pu faire mieux, après coup. Il faut voir, peut-être que vous pouvez faire mieux que ça. Alors, donc pour la partie post-bac, je pensais parler de puissance autour du haut-parleur. Alors, le haut-parleur, c'est très complet, très complexe. Et du coup, on peut faire un exercice dessus. Donc l'exercice sur le haut-parleur, 1001 questions. C'était sur 2 questions, la 31 et 56. Donc ça, c'était l'ordre dans l'exercice, voilà, ce que j'allais parler dans quel ordre j'allais parler. J'ai mon brouillon après, je vais vous le montrer. Donc dans mon brouillon, donc j'étais parti de 2 schémas. Ensuite, travail autour des forces, le principe fondamental de la dynamique avec ses forces, etc., etc. Voilà. C'était mon brouillon de l'époque. Voilà, un petit travail autour du haut-parleur. À voir. Et ensuite, au niveau pédagogique, le rendement d'une cellule photovoltaïque. Donc, si vous prenez les bouquins de Terminal SP, vous allez avoir des activités. Donc, vous en choisissez une. Vous faites quelque chose autour du... moi, j'irai autour du TP, toujours pareil, si vous pouvez. Donc, voilà. Temps-fréquence. Temps-fréquence, donc un peu d'histoire, la mesure du temps, donc les sabliers, les pendules, etc. Et les phénomènes périodiques, jour, nuit, cycle de lune, les saisons, etc. Toute la partie oscillateur, donc mécanique électrique avec les pulsations propres, et les temps caractéristiques. Donc ça, vous allez voir donc toute la partie diffusion et les temps caractéristiques, désintégration radioactive. On aurait pu mettre aussi cinétique chimique, qu'est-ce qu'il y a encore? Tout un tas de choses avec tous les temps caractéristiques à chaque fois que vous avez les exponentielles décroissantes, là, par exemple. Avec la partie régime transitoire, donc oui, temps caractéristique pour la partie transitoire, et donc au bout de 5 fois le temps caractéristique environ, on atteint le régime permanent, etc. Donc tout un travail autour du temps caractéristique. Le traitement des signaux, donc on a vu juste avant, autour de la fréquence d'échantillonnage par exemple, avec critères de Shannon. Donc ça, c'est ce qu'on a vu juste avant. Les résonances, donc si la pulsation,
si la pulsation est égale à la pulsation propre, donc c'est pas directement une fréquence, mais quand même la pulsation, c'est directement lié à la fréquence, etc. Donc ça, c'est tout un travail autour des signaux. Ici, donc, périodicité donc, spatiale et temporelle, et donc on va s'intéresser uniquement à la périodicité temporelle, qui va être vue un petit peu, je crois, dès le collège, et qu'on va faire bien en seconde, par exemple, autour du son. Donc la périodicité temporelle, ici, et donc dans l'énergie, par exemple, l'énergie du photon, E égale h nu, donc on a nu qui est la fréquence. Donc on peut avoir aussi un travail énergétique avec cette fréquence. Alors au niveau post-bac, donc le retour du pendule pesant. Donc le pendule pesant, on l'a expliqué dans la première leçon, donc il faut retourner voir ça. Donc ici, une utilisation de plus de cet exercice, c'est pour ça que... alors si vous arrivez à le faire, vérifiez qu'il n'y ait pas d'erreur aussi, comme c'est moi qui l'ai fait. C'est pas forcément tout parfait. Vérifiez qu'il n'y a pas de souci. Si jamais vous voyez un souci, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça date un petit peu, donc bon, voilà. Comme on le retrouve dans beaucoup de montages, ce serait dommage qu'il y ait des problèmes. Donc il faut revoir l'exposé 1 pour les détails. Et après, au niveau pédagogique, ça on a déjà vu aussi sur le son. Donc un travail autour des fréquences des ondes sonores, audibles, non audibles, la hauteur du son, les notes graves, aiguës, etc. Donc retrouver la note, un travail autour de la hauteur au niveau seconde. Interaction lumière-matière. Alors interaction lumière-matière. Donc travail autour du photon d'abord, donc célérité, l'onde associée, l'énergie du photon, la quantité de mouvement. La quantification de l'énergie, puisqu'en fait on va justement relier l'énergie du photon au niveau d'énergie dans la matière. Donc le modèle de Bohr, les niveaux d'énergie, le puits infini. Alors, ça va être un petit peu compliqué, mais c'est sur ça qu'on va vouloir travailler par la suite. Et ensuite, absorption ou émission de photons. Donc ce qui est vu dès la première spécialité, c'est-à-dire que pour monter d'un niveau d'énergie, je vais absorber un photon, et quand je redescends d'un niveau d'énergie, j'émets un photon. Donc les transitions de niveau d'énergie avec les applications spectroscopie, spectre d'émission, d'absorption, ce genre de choses. Et identification de la matière. Et ensuite les deux effets qui vont être intéressants, donc de ne pas confondre les deux déjà. Donc l'effet photoélectrique avec Einstein, donc on va avoir besoin d'un rayonnement électromagnétique avec une fréquence supérieure à une fréquence seuil pour voir l'effet. Donc l'effet, qu'est-ce que ça va être? Un photon tape la matière émet un électron. Si j'ai une certaine fréquence pour notre onde, on va pouvoir en déduire un travail d'extraction. Non, on va pouvoir trouver un travail, et si le travail est supérieur au travail d'extraction, toute l'énergie supplémentaire sera convertie en énergie cinétique, et du coup on va pouvoir retrouver la vitesse de sortie de l'électron. Voilà, et la petite cellule photoélectrique qui va avec. Attention, photovoltaïque, c'est pas tout à fait la même chose, c'est même pas la même chose. Là, ça va être des bandes. Alors là, c'est pas des niveaux d'énergie directement comme ici. Là, c'est des bandes de valence, bandes de conduction avec les semi-conducteurs. C'est quand même un autre niveau. Alors là, au niveau post-bac, je crois qu'au niveau bac plus 2, il n'y a rien de tout ça. Là, pour étudier ce genre de phénomène, on va aller au-delà du bac plus 2. Donc, je pense pas qu'il faille rentrer trop dans les détails. Il faut juste en parler. Et d'ailleurs, nous, au niveau... on verra qu'au niveau de la leçon, on en parlera au niveau lycée. Donc pour la partie post-bac, quantification de l'énergie et transition de niveau d'énergie, modèle de Bohr, donc PCSI c'est la fin du livre, on y est au fond, là, au fond du fond, chapitre 35, ce qu'on n'a pas le temps de faire généralement. Donc là il faut aller fouiller là-dedans, c'est un peu technique, et donc c'est la particule dans un puits de potentiel. Alors là il y a une petite erreur, je crois que j'avais changé,
je m'étais rendu compte de souvenir. Alors ça, c'est le bouquin de chimie. Alors attention, je vais vous expliquer pourquoi PC. Pourquoi faut faire très attention parce qu'en fait, on va partir de l'évolution d'une particule dans le puits de potentiel et on va voir un petit peu les limites avec la chimie. Et c'est la chimie de deuxième année. Donc avec les séries de Balmer qui sont bien expliquées dans la partie chimie, mais on veut les utiliser pour la physique. Donc là, en fait, là, c'est assez il faudra faire bien attention parce que vous allez voir un modèle physique qui va expliquer des choses chimiques. Et c'est pour ça que là, dans les applications, vous avez vu, il y a deux parties. Donc il y a la partie sur spectre d'absorption du soleil, présence de l'hydrogène avec les séries de Balmer, etc. Mais vous avez également la couleur du carotène qui va être une explication. Mais ça, c'est de la chimie, quoi. Donc il faut faire bien attention à ça. Je vérifie que ce soit 1034. J'avais noté, parce que j'avais fait une erreur. Je me souviens, je m'étais rendu compte de mon erreur. Ouais, c'est 1034. Il faut revérifier. Voilà, il me semble que c'est ça. Attention, attention à ça, à ne pas faire trop de chimie, quoi. Parce que ça reste une épreuve de physique. Donc il faut retrouver un phénomène vu en chimie et l'adapter à la physique. Donc moi, je pensais travailler autour de ça. Ce petit montage Python, ce petit programme Python qui est donné dans le Hatier de première S. Alors ça va pas être S, ça va être première SP, je suppose, parce que première S, ça n'existait pas Python. Alors, je l'ai là. Il n'est pas très long, hein. Il doit être donné dans le bouquin, il n'y a pas de raison, je ne l'ai pas inventé ça. Et ça permettait de calculer les niveaux d'énergie, vous voyez. Hop, 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 hop. Voilà. On retrouve les niveaux d'énergie, ça calcule tout seul. Bon. C'est pas très beau comme programme. Je pense que si je donnais ça à ChatGPT et que je lui demandais de faire un truc plus simple, il me ferait quelque chose de plus simple que ça, je pense. Ça, c'est pas très beau. Le seul problème, c'est que j'ai mis celui-là parce que c'est celui-là que vous allez trouver dans le livre. Donc autant recopier ce que vous avez dans le livre. Attention, si vous oubliez un 0, ça marche pas. C'est la panique à bord derrière. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie post-bac. Donc vraiment, on part de la fin du programme de première année de physique et on donne une application pour la chimie de deuxième année. Attention de ne pas faire trop de chimie. C'est l'erreur à ne pas faire. Et ça, on l'a déjà vu, je crois. Rendement d'une cellule photovoltaïque. Donc c'est Terminal SP. J'ai mis Hatier, page 513. Ouais, donc ça c'est sur le Hatier. Après, vous pouvez prendre n'importe quel bouquin. Il y en a dans tous les bouquins. Voilà. Donc frottement, je l'avais passé en oral blanc. Donc j'ai eu un retour sur ce que j'avais fait. Je vais vous dire un petit peu ce qui allait ou ce qui allait pas trop. Donc déjà, parler des frottements en général. Donc c'est le plus important. Donc ça dissipe l'énergie, les actions de contact. Donc il faut un contact, les forces non conservatives. Et donc du coup baisse de l'énergie mécanique. Le théorème des énergies, donc souvent on fait théorème de l'énergie cinétique pour voir la baisse de vitesse, et l'énergie thermique. Alors il y a deux catégories ensuite de frottements, donc on va voir les frottements fluides et les frottements solides-solides. Alors d'abord les frottements fluides, je vais parler vite, puisque ça c'est juste la partie que j'avais mis dans le chapitre sur fluide. Voilà. Tout ce qui est autour des fluides, la viscosité, force de cisaillement, etc. Les forces de portance de traînée, nombre de Reynolds avec Navier-Stokes et les différents écoulements en fonction du nombre de Reynolds, laminaire, turbulent, etc. Donc là, c'est toute la partie sur frottement fluide, c'est ce qu'on va faire au niveau post-bac. Et ensuite, la partie niveau frottement solide-solide. Ça aurait pu être ça, la partie post-bac, mais j'avoue que j'aime moins. Et puis en plus, ça aurait servi qu'une seule fois, donc quelque chose qui sert qu'une fois, on évite si on peut. Donc les réactions de support, donc ça on va le voir dès la seconde, hein, les réactions de support. Donc réaction normale perpendiculaire au support et la réaction tangentielle. Et là du coup, hop, on enchaîne sur les lois de Coulomb, sans glissement, avec glissement, les coefficients de frottement. Et donc on va avoir tous les petits calculs sur les limites entre glissement et non glissement, etc. Il peut y avoir un petit travail fait là-dessus, mais j'avoue, moi ça m'emballait pas trop, donc je ne l'ai pas fait.
Les effets, alors c'est bien les effets indésirables, mais c'est bien de parler des effets utiles. Donc indésirables, évidemment, ça va être tous les phénomènes de dissipation d'énergie. Et ce qui va être utile, ben, en fait, on ne pourrait pas marcher, par exemple, hein, s'il n'y avait pas de frottement. Ça, moi, j'aime bien. Je pense que c'est important d'en parler à l'oral de cette partie-là, qui est vraiment intéressante. Quand vous posez un mobile autoporteur sur une table, si elle n'est pas parfaitement horizontale, ben, le mobile, il va pas tenir, hein. Donc, s'il n'y avait pas de frottement, si je pose un objet sur une table, ben, il tomberait, hein, tout simplement. Donc, on ne pourrait pas vivre sans frottement. Et là, on peut parler aussi de portance d'avion. Alors, comme je vous ai dit, moi j'avais plutôt présenté, plutôt que de faire les frottements solides-solides et frottements fluides, donc ça c'est l'exercice que je vous ai présenté tout à l'heure pour le 14. C'est cet exercice-là que j'avais présenté le jour de la grecque à Paris, et qui avait très bien fonctionné. Je ne vais pas réexpliquer là évidemment, vous irez voir la leçon 14 pour tout expliquer. Donc frottement, donc c'est frottement fluide, écoulement laminaire. Alors, la deuxième partie, je voulais travailler autour, pour la partie pédagogique, je voulais travailler autour des forces non conservatives avec le théorème de l'énergie cinétique. J'aime beaucoup cet exercice, je vais vous montrer. Alors ça, c'est un exercice que j'avais fait pour un contrôle en classe, il est là en plus détaillé. Voilà, ça c'était mon exercice que j'avais mis dans un contrôle. Alors pourquoi j'ai fait cet exercice-là, je vais vous expliquer, c'est très simple. Moi, je travaille dans les Landes. Les Landes, il y a des longues lignes droites. Les gens râlent parce qu'avant, on pouvait rouler à 90, maintenant, on peut rouler qu'à 80, que c'est un scandale, on y voit bien, etc. Mais nous, on a des problèmes comme ça dans les Landes aussi. C'est-à-dire qu'on a des bestioles qui traversent la route. Donc, le but, c'est de travailler autour de la sécurité routière. Travailler autour justement de cette vitesse 80 km/h et retrouver la distance de freinage, la distance d'arrêt. Voilà. Donc un travail de sécurité routière, distance d'arrêt, et ensuite on rebondit sur est-ce que si je roulais à 90 km/h, j'aurais évité le sanglier. Voilà, donc ça c'est moi j'aime bien parce qu'on part de sécurité routière et il y a tout le travail autour du théorème de l'énergie cinétique pour retrouver une distance de freinage. Je pense qu'on peut faire un truc sympa autour de ça, il y a de la prévention. Voilà. Il ne faut pas que le jury ce soit un as du volant, c'est tout. Mais si c'est moi j'aime bien. J'aime bien ça, clairement. Je pense qu'on peut faire quelque chose de sympa autour. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et évidemment, après, on s'adapte à la compétence pédagogique qui est... par exemple, je pense que là, par exemple, celui-ci, si on peut l'avoir avec différenciation, par exemple, on peut faire des choses sympas. Évaluation, on peut faire quelque chose de sympa. On peut faire plein de choses. Voilà, à vous de voir. Transmission de l'information. Alors d'abord tout ce qui est généralité, donc émetteur, récepteur, le codage, modulation, porteuse, démodulation, etc. Donc toute la chaîne, donc tout le parcours entre ce qui est émis et ce qui est reçu. Débit binaire, donc ça il faut revoir un petit peu toutes les notions numériques qui sont avec. Toute la notion d'onde progressive, donc s'il y a une transmission d'information, c'est qu'il y a une onde qui va se déplacer. Donc équation d'Alembert, périodicité temporelle spatiale, donc ça c'est ce qu'on a déjà vu sur les ondes progressives, ça on l'a déjà fait. Ça moi j'ai repris des blocs entiers que j'ai recollés, hein. Et ici propagation libre et guidée, donc c'est pareil, il y a deux façons de propager une information, soit de façon libre, soit de façon guidée, et ça c'est pareil, je l'avais pris dans propagation libre et guidée. Et donc là ce qui est intéressant, c'est que par exemple je peux transmettre par un fil électrique par exemple, ou une fibre, donc là ça va être guidé, mais je peux transmettre dans toutes les directions, ça va être, je sais pas moi, une onde radio, ce genre de choses. Voilà, donc là moi je partirai sur ça, donc généralité, un travail sur les ondes progressives de façon générale, et la spécificité des libres et des guidés, avec à chaque fois, c'est bien de mettre un petit peu, alors là j'ai mis donc l'obstacle, les guides d'onde, la puissance conservée, donc c'est tout ce qu'on avait vu dans la propagation guidée, et ici quelques exemples.
Et ici, donc, c'est toutes les directions. Donc là, le problème, quand on va dans toutes les directions, c'est qu'on a une atténuation de puissance surfacique. Ça, on l'a déjà vu aussi dans les autres parties. Voilà. Donc, voir vraiment la différence entre les deux de façon globale. Donc, toutes les directions et atténuation de puissance, alors qu'ici, il y a un guide d'onde et une puissance conservée. Voilà, c'est vraiment les grosses différences entre les deux. Et ensuite, on peut donner des exemples. Voilà. Donc, je pensais à ça dans ces 4 parties. Évidemment, le jour J, vous n'avez pas le temps de tout écrire. Mais je pense de mettre quand même les exemples, ça peut être intéressant. Pour la partie bac, je partirai sur la fibre à saut d'indice. Donc vous avez des explications PCSI, donc le livre de première année, page 81, c'est le début, hein, c'est le début de l'année. Donc le but c'est de faire quelque chose qui soit pas trop facile non plus. Voilà. Parce que le problème c'est que le début de première année, des fois, c'est pas encore très compliqué. Alors moi je partirais sur une petite manip de bureau. Alors cette manip, je l'ai déjà utilisée dans une partie pédagogique. Donc ça, c'est une manip qui est décrite en STL dans les activités disponibles de Montpellier. Donc en fait, on va prendre un bécher, on va mettre de l'eau dedans et on va mettre un bloc c'est du plexiglas. Donc le but, c'est qu'il y ait un écart d'indice entre les deux matières, mais pas un écart trop grand. Et là, en fait, en fonction de la position du laser, on va voir qu'il y aura des angles limites où il n'y aura plus de réflexion totale, des fois il y aura réflexion totale, etc. Et donc on va avoir le principe de la fibre à saut d'indice avec ça. Donc, je trouve ça pas mal pour lancer les choses. Ensuite, donc, toute la leçon autour de la fibre. Et insister sur la partie qui est un petit peu technique, c'est-à-dire la dispersion intermodale et les cônes d'acceptance. Voilà, ça c'est la partie un peu technique, donc c'est ça qu'il va falloir faire en démonstration et c'est ça qu'il va falloir maîtriser. Comme ça peut être du début d'année et un peu facile, entre guillemets, c'est pour ça que moi j'avais prévu de créer un Python qui trace. Alors c'est un Python fait maison, mais pas difficile, hein, d'accord? Donc je vais vous montrer ce que j'avais prévu de faire. Ça peut s'apprendre sans trop de problèmes, c'est pas du gros niveau, hein. Donc je vais vous montrer avec un Python à l'appui pour justement expliquer les choses. Voilà. Donc, on a 2 courbes qui vont apparaître, c'est ça qui va nous intéresser. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va aller chercher. Donc, les 2 bibliothèques indispensables, NumPy et Matplotlib, ça c'est toujours pareil. Donc l'indice du premier milieu et l'indice du deuxième milieu, et là vous voyez qu'il y a un indice qui est différence d'indice qui est assez proche, et donc du coup on peut aussi changer si on veut. Donc là ça va être la longueur de parcours, donc là on va avoir 10 000, on va partir sur 10 000. Ensuite, ici, on va avoir la célérité de la lumière. Et là, un petit calcul qui va nous permettre de retrouver le maximum d'angles pour éviter que la lumière sorte. Un petit calcul, ça c'est théorique. Alors, donc c'est arc sinus de n1 au carré moins n2 au carré, le tout à la racine carrée. Ici, θ, on va le faire varier du coup entre moins θ max et plus θ max. Donc on va créer un tableau. Donc ça, il faut savoir le faire, c'est pas très compliqué, ça crée un tableau. Donc c'est np.lineSpace. Bah, du coup, entre moins θ max et plus θ max, pourquoi? Parce que en fait, sinon, le principe de la fibre ne fonctionne pas, hein, si je suis sur des angles trop grands. 100, ici, c'est le nombre de points qu'on veut dans le tableau. J'ai mis 100, j'aurais pu mettre 1000, on peut mettre ce qu'on veut. Ensuite, donc là c'est intéressant, c'est qu'on va calculer I1, et I1 ça dépend, c'est l'angle sous lequel va rentrer la lumière. Non, attendez, c'est l'angle, il faut revoir dans les schémas, hein, mais ils sont notés I1 et I2, je ne sais plus quel angle c'est. En tout cas c'est un angle. Alors pourquoi là on a 3,14, ça va être pi sur 2, moins valeur absolue de l'arc sinus du sinus de θ sur N1. Donc ça c'est le calcul, dans la théorie vous l'avez, dans la théorie, c'est le calcul de I1. Vous pouvez mettre, au lieu de mettre 3,14, vous pouvez mettre np.pi. Pour avoir pi, c'est peut-être même mieux.
Ici, la distance parcourue, donc ça va être L divisé par sinus I1. Et ici, le temps de parcours, ce sera la distance fois l'indice sur C. Voilà. Et une fois que vous avez fait vos calculs, ça c'est les petites formules de calcul, ça c'est juste des tracés. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir que la distance parcourue par l'onde, bah, si l'angle il vaut 0 d'entrée, bah, la distance parcourue c'est uniquement 10 000. Par contre, si l'angle on arrive à θ max, il fait quand même 10 100, il y a quand même 1% de plus de trajet. Voilà. Et pour le temps, du coup, c'est la même chose. Hein. S'il y a 1% de plus de trajet, il y aura 1% de plus de temps. Et le seul problème, c'est que du coup, il peut y avoir un décalage dans le temps en fonction de l'angle. Et donc ça peut poser des problèmes. Et c'est sur ça qu'on va travailler. Et là, je trouve qu'avec ces deux courbes, eh ben, on peut travailler autour. Donc l'intérêt de ce programme qui fait une trentaine de lignes, hop, ça va être d'avoir une courbe et de pouvoir discuter dessus. Et de ne pas faire quelque chose de trop facile. Attention, il ne faut pas passer 3 heures à le faire. Il faut être capable. En fait, la partie technique, elle est juste là. Hein. Et on écrit juste la formule. Hein. C'est 3 lignes un peu techniques. Après c'est des tracés de courbes classiques. Ça va assez vite. Mais si vous prenez, à mon avis, même une demi-heure pour faire ça pendant votre prépa, ça sera bénéfique. Hein. Parce qu'il ne faut pas faire quelque chose de trop simple. Enfin, attention, après, dans votre présentation, il ne faut pas mettre non plus en parler pendant 30 ans. Hein. Il faut que ça dure 3-4 minutes. Regardez, il se passe ça, blablabla. Hein. Voilà. Et je pense que ça peut être pas mal de faire ça. Pour la partie pédagogique, donc toujours pareil, hein, activité disponible sur Montpellier, sur le site de Montpellier. Et donc, transmission par antenne et comment sélectionner une info. Alors, ça c'est le programme. Donc ça c'est le scan de l'activité. Je vous laisse regarder. Hop, je déroule. Mais ça elle est disponible normalement. Il faut revérifier, mais toutes ces activités normalement elles sont disponibles. Elles sont disponibles le jour hein, de l'examen. Voilà. À vérifier. En tout cas moi j'avais le droit. Quoi, en 2023 on y avait le droit, mais donc il n'y a pas de raison qu'on n'y ait pas le droit toujours. 22 ondes stationnaires. Donc une généralité sur les ondes stationnaires, superposition d'ondes, solution de l'équation de D'Alembert, donc on va voir toute la partie un peu technique ici. Les conditions limites, hein, donc la particularité des ondes stationnaires, c'est qu'on va mettre des conditions supplémentaires, hein, donc il y a des extrémités, donc soit une extrémité fixe, soit deux, en fonction de l'un ou l'autre, on va pas avoir les mêmes équations, donc ça il faut retravailler les équations autour. Les pulsations propres et les modes propres, ça on l'a déjà vu dans la partie, je ne sais plus ce que c'était, mais on l'avait vu déjà, peut-être en résonance, ouais, on avait dû voir ça dans résonance. Donc voir un petit peu la pulsation propre et tout ce qui va autour. Et donc ensuite les ondes stationnaires dans différentes matières, donc la partie fluide et la partie solide. Donc la partie fluide, on va voir les instruments avant la flûte, donc ça va être notre objet d'étude. Les nœuds de pression qui correspondent à des ventres de vitesse, etc. Et dans un solide, les vibrations oscillations atomiques et l'étude d'une corde, par exemple, ou d'un diapason. Voilà. Donc ça, c'est ce que je proposais. Donc voilà, généralité, conditions limites, pulsations propres et les différents milieux. Alors pour le travail, moi je voulais faire un travail autour des ondes stationnaires dans une colonne d'air et en prenant pour exemple la flûte. Donc vous avez tout sur 2 chapitres, chapitre 23-24, toutes les explications techniques. Et la flûte en particulier, elle est traitée page 899. Donc voilà, un petit travail sur la flûte. Refaire des calculs. Attention, hein, toujours pareil, à partir du moment où c'est très calculatoire, il faut essayer d'apporter un maximum de physique autour. Voilà, donc onde stationnaire dans une colonne d'air, et du coup dans la partie pédagogique, onde stationnaire dans une corde, l'étude de la guitare, les paramètres qui vont changer la fréquence,
Euh, donc ça, c'est un TP que je fais en premier enseignement scientifique dans le cadre du projet numérique. Mais ça se fait en STL aussi. Du coup, on fait varier L, donc on change la longueur de la guitare. On fait varier on prenait des fils de pêche. On faisait évoluer le diamètre en prenant des fils plus gros pour changer la masse linéique. On changeait la tension. Alors, pour faire la tension de la corde, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on suspendait des petites masses marquées et on mettait la corde sur une poulie pour pouvoir calculer la tension du fil, etc. Donc, il y a plein de choses à faire d'intéressantes. Voilà. Il faut regarder après bien dans le programme. Ah, je crois que je l'avais. Hop, voilà. Ça doit être le programme que j'ai récupéré dans STL. Mesurer les fréquences, mode propre d'une corde vibrante, identifier les paramètres, mesurer les fréquences, etc. Cohésion du noyau, stabilité, réaction nucléaire. Alors le noyau, donc ça va être niveau seconde, même on commence en collège. Donc les protons, les neutrons, l'écriture symbolique du noyau, les isotopes. Donc ça c'est un niveau assez bas de seconde, on va dire. Transformation nucléaire, fusion, fission. Donc ça va être plutôt au niveau premier enseignement scientifique, modification du noyau et l'énergie. Voilà, là on est plutôt autour du programme de premier enseignement scientifique avec la relation d'Einstein ici. Ensuite, la radioactivité. Donc, je séparais la radioactivité de fusion-fission. La radioactivité, donc ça sera plutôt. On commence à en parler en premier enseignement scientifique, mais surtout, ce travail-là, ça va plutôt être un travail de terminale spécialité, où on va avoir justement, en fonction du diagramme entre Zn, on va repérer les radioactivités alpha, par exemple, pour les gros noyaux, bêta plus, bêta moins, si je suis en dessous ou en dessus de la courbe de stabilité, etc. Il y a toute la partie radioactivité sur tout ce qui est aussi évolution temporelle, hein. Donc là, il y a toute la partie sur les équations qui peut être faite. Et les applications, donc la datation, radiothérapie, les traceurs, etc. Donc ça va être, on va dire, ce qui est assez, entre guillemets, facile. Et les interactions dans le noyau, donc les différents types d'interactions, donc électriques, interactions fortes et interactions gravitationnelles. Et on va regarder ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, donc ça, ce qu'on peut faire mieux que ça, c'est assez facile quand même, hein. Ouais, ça reste une intro, hein. Ça ne sert à rien d'aller trop loin non plus. Voilà. Donc on a vraiment cohésion, ça va être plutôt ça. Réaction nucléaire, on va voir ça, mais on a aussi ça. Et stabilité, du coup, ça va être ça, quoi. Ouais. Bon, à voir. Je pense que c'est pas mal quand même. Alors, au niveau post-bac, radioactivité alpha et effet tunnel. Alors, je vous cache pas que j'aurais pas été très très content de tomber là-dessus. C'est pas mon fort, mais il fallait bien trouver quelque chose. Donc, je travaille autour de deux choses. Donc, ça va être autour de deux exemples. Donc, ça va être le milieu d'une question. Vous voyez, c'est les fins de livre là. 1035 et la fin aussi du PC, la chapitre 31. Donc, c'est vraiment les fins d'année là. Et donc, c'est d'essayer d'expliquer la radioactivité alpha avec tous ces problèmes de puits de potentiel et ce genre de choses. Donc, le but, c'est d'expliquer qu'un noyau, on considère que un noyau, il est un peu en deux morceaux, un sous-noyau et un noyau d'hélium accroché, et d'expliquer pourquoi ce petit noyau d'hélium, il a une probabilité de sortir du puits, et donc il va sortir ou pas, et donc là, on va avoir tout ce qui est transformation, la radioactivité, hein. Donc un phénomène imprévisible dans le temps, mais avec une probabilité de se produire. Voilà. Donc là, on a tout le travail autour de la radioactivité expliqué avec les puits de potentiel. Je vous garantis que j'aurais pas été très très heureux de tomber là-dessus, mais bon, il faut bien trouver quelque chose à faire.
Et pour la partie pédagogique, premier enseignement scientifique sur l'énergie de fusion, perte de masse du Soleil, on peut calculer la durée de vie du Soleil, énergie, énergie en fonction de la masse, puissance du Soleil, etc. Il y a plein de choses à faire autour de ça, niveau premier enseignement scientifique. Gravitation, mouvement keplérien. Alors, les généralités. Donc, les champs de gravitation, ça c'est vu dès la première spécialité. Force d'interaction, donc ça c'est niveau seconde. Et un peu l'histoire. Un peu d'histoire autour de ça. Ensuite, un travail autour du moment cinétique. Donc là, on va arriver sur le niveau post-bac. Et ça, l'intérêt du travail sur le moment cinétique, c'est de redémontrer les lois de Kepler. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'en terminale, on va démontrer celle-ci, troisième loi. Mais par contre, loi des airs, par exemple, on va avoir besoin du niveau post-bac. Donc un travail sur le moment cinétique, théorème du moment cinétique, expliquer le mouvement plan. Et donc on va expliquer après les trois lois de Kepler. Donc le mouvement elliptique avec l'astre attracteur qui va être dans un des deux foyers de l'ellipse. Loi des airs, donc là on va avoir une conservation de l'air balayé au cours du temps. Et la troisième loi de Kepler qui va donner une relation entre la période et le demi-grand axe par rapport à une certaine masse de corps attracteur. Voilà. Donc ça va être toutes les parties sur les lois de Kepler. Et ensuite l'énergie associée. Donc force conservative, l'énergie mécanique. Alors attention, on peut aller beaucoup plus loin puisqu'on peut parler de ce qu'on appelle énergie potentielle effective. Donc là, il y a tout un travail à faire là-dessus. Soit, on verra après, soit vous pouvez vous lancer là-dessus niveau post-bac, soit non. C'est pas évident. Là, j'avoue que j'ai un peu oublié cette partie-là. Mais au moment où je l'avais fait, c'était pas évident, mais c'était quand même faisable. Donc il faut revoir un petit peu qu'est-ce que c'est que cette histoire d'énergie potentielle effective. Donc pour la partie pédagogique, autour des deux premières lois de Kepler, mais avec une approche géométrique, en découpant du papier, les airs, etc. Donc on peut faire une activité sympa pour expliquer la conservation de la surface par une approche un petit peu spéciale. Donc on travaille avec des ellipses, on découpe des morceaux et on essaie de retrouver les surfaces des airs balayés au cours du temps. Donc pas de calcul, hein, c'est que d'une approche, voilà, avec les mesures d'air. Voilà. Partirai là-dessus. Et ensuite on enchaîne directement sur la partie post-bac où on va redémontrer la deuxième loi de Kepler et ensuite la troisième. Donc redémontrer la deuxième loi de Kepler, c'est ça qui est un peu technique. Niveau post-bac, ça va être ça. Attention, la troisième loi de Kepler, faut pas prendre trop de temps dessus parce que ça c'est niveau terminal. Hein. Donc faut pas qu'on vous reproche que vous passiez trop de temps sur une démonstration de niveau terminal. Voilà, ça par contre, ça oui, deuxième loi, donc ça il faut aller très vite. Et on retrouve la masse de Jupiter. Ensuite, un travail sur la mesure du demi-grand axe et de la période. Je ne sais plus exactement ce que c'est, mais ça il faut aller voir le mille et une questions, il doit tout y avoir là-dedans. Hein. Donc voilà, donc ça c'est le programme. En l'exécutant, on retrouve ici les résultats des élèves et on en déduit, si on regarde ici, je vais zoomer un peu, hop, une incertitude type calculée ici et un z-score inférieur à 2, donc résultat acceptable. Voilà. Donc le danger pour moi, c'est de passer trop de temps sur ça, hein, qui est niveau terminal. Voilà. Donc faut passer du temps là-dessus, bien expliquer ça, qui est la partie post-bac. Aller très vite là-dessus. Machine thermique. Donc pour les machines thermiques, donc, il y a toutes les notions d'abord de thermo. Donc le système, le premier principe, second principe. Ensuite, alors là c'est un peu plus technique, le premier principe, mais
quand il y a un écoulement dans le système, donc premier principe industriel. J'avais passé du temps à regarder les vidéos e-learning pour comprendre ça, c'est quand même assez compliqué, on en parlera après. Ici, les différents diagrammes. Donc ça, vous avez aussi des parties là-dessus de leçons. Donc l'étude de cycle, ensuite diagramme anthropique frigoriste. Donc ça, il faut voir les différents types de diagrammes. Le moteur. Donc là aussi, il y a pas mal d'exercices autour des moteurs d'itermes. Donc avec un travail négatif, source chaude, source froide, et on a un rendement qui est plus petit quoi. Et après, il y a des rendements de Carnot, ce genre de choses. Donc vous avez tout un travail autour de ça, hein, au niveau première année, souvenir. Et ensuite, un travail autour de tout ce qui va être pompe à chaleur, etc. Donc ça, il faut voir tous les cycles. C'est un peu plus compliqué souvent là-dedans, hein. Donc les études de cycle de ce type-là. Donc je vous laisse regarder dans les détails. Donc pour la partie pédagogique, je pensais au site Montpellier, je vous montrerai ce que c'est, faire un travail sur la pompe à chaleur ou machine frigo, mais je pense plutôt machine frigo, je vais expliquer pourquoi après, puisque justement on va prendre pompe à chaleur pour le post-bac. Donc un travail ici sur la machine frigo, donc ça c'est l'activité de STL. Je passe rapidement comme ça, vous pouvez faire des captures si vous voulez. Voilà. Donc faire un travail autour de ça. Et là j'ai mis la partie du BO. Voilà. Plutôt machine frigo. Là c'est autour de la pompe à chaleur. Et au niveau post-bac, donc premier principe, un écoulement stationnaire. Donc ça, avant de vous lancer là-dedans, je vous conseille d'aller voir les vidéos e-learning physique qui expliquent bien la démonstration. J'ai fait deux petits schémas. Les subtilités, ce que j'ai marqué subtilités, c'est-à-dire là où il faut faire bien attention. Et ce qui va bloquer dans les calculs, c'est ça. Comme je l'ai marqué ici, ce sera par exemple ce petit delta W qu'on va exprimer avec WDM, etc. Et ensuite, il faut refaire toutes les démonstrations. Beaucoup de calculs. Attention aussi de ne pas faire quelque chose de trop mathématique. Enfin, en tout cas, d'expliquer tout. De tout expliquer. Donc ça, c'est le premier chapitre du deuxième année. Et vraiment, regardez les vidéos pour comprendre, hein. Moi, il m'a fallu... Je pense que j'ai dû la regarder 3 ou 4 fois la vidéo avant de commencer à comprendre des choses bien. Alors c'est un peu long, hein. Je crois que de souvenir, cette démonstration a duré 30 minutes. Donc la vidéo durait 30 minutes. Alors si on la regarder 3-4 fois, c'est 2 heures, hein. Mais bon, si on veut comprendre quelque chose, il n'y a pas le choix. Et du coup, ça je l'avais fait pour l'écrit, hein. Pour l'écrit surtout. Et du coup, ben, au moins on a le bouquin quoi, pour retrouver les choses. Pour l'oral, c'est ça l'avantage, hein. L'avantage de l'oral, c'est que vous pouvez bûcher votre petit chapitre avant quand même. Et du coup, l'exercice d'application donc sur la pompe à chaleur, c'est l'exercice 5 du Duno. Donc c'est dans les premières pages, hein. C'est le premier chapitre. Il faut venir fouiller là-dedans. Donc je pensais à ça. Attention, hein, parce que par contre, si vous ne maîtrisez rien à ça, c'est pas la peine de se lancer là-dedans, hein. Vous allez vous faire massacrer sur les questions. Voilà. Donc il faut quand même, je pense que le mieux c'est d'aller voir la vidéo et d'essayer de faire les démonstrations par vous-même tranquillement. Alors, rayonnement d'équilibre thermique, effet de serre. Alors, d'abord, le modèle du corps noir. Il absorbe tous les rayonnements, il émet un rayonnement qui va dépendre de sa température, etc. La réalité, hein, les corps noirs, c'est un modèle, donc il n'y a aucun corps noir qui existe, mais on peut s'en approcher. Et donc, même si on va dire qu'une étoile, c'est un corps noir, en réalité, ce n'est pas le cas. Et donc le rayonnement du corps noir avec les lois, donc loi de Planck un peu technique, mais les lois de Stefan Boltzmann et de Wien, on va les voir en premier enseignement scientifique. Donc loi de Wien, c'est donc la puissance surfacique proportionnelle à T puissance 4. Et loi de Wien, c'est que le maximum d'émission, la longueur d'onde maximum d'émission est inversement proportionnelle à la température. Donc ça, c'est un travail de premier enseignement scientifique autour du corps noir. Donc vraiment, il faut bien insister que ce corps noir, du coup, étant un modèle, bah, tout ce qu'on va faire, c'est des approximations, hein. Ensuite, une partie bilan radiatif
puissance reçue, puissance réfléchie avec l'albédo, puissance émise par le corps, du coup, ben, ça va être la loi de Stéphan, etc. Et du coup, ce qui est important, c'est que ce qu'on va réémettre, il y a une partie qui va être réabsorbée, c'est là qu'on va avoir notre effet de serre. D'accord? Donc ça va nous être utile pour nos modèles tout à l'heure. Donc expliquer ce qu'est l'effet de serre, que ça absorbe la puissance, les infrarouges sont piégés, quelques exemples de gaz à effet de serre, etc. Et donc, ça ce qui est vraiment très important, hein, c'est que c'est un effet qui est nécessaire, mais à contrôler. Voilà, nécessaire mais à contrôler, ça c'est important que ça apparaisse. Hein. Ensuite, donc, un travail sur la puissance solaire. Donc ça va être la suite. Alors ça, on le faisait en enseignement scientifique et repris en terminale spécialité. Donc si on a alors la loi de Stéphan nous permet de retrouver la puissance surfacique, et donc on peut retrouver la puissance en multipliant par la surface, et pour ça il faut calculer la surface du Soleil. Donc la surface du Soleil, il faut connaître le rayon du Soleil, 4 pieds carrés, et donc on peut retrouver la puissance du Soleil. Une fois qu'on a la puissance du Soleil, ce qu'il faut se dire, c'est que plus on est éloigné du Soleil, plus la puissance surfacique diminue, et donc on peut retrouver les puissances surfaciques au niveau de Mercure. Alors de souvenir, on va avoir autour de 4000 watts par mètre carré, alors que sur Terre on aura moins, on aura autour de 1300 watts par mètre carré, et si on s'éloigne, on aura encore moins, etc. Donc la puissance reçue va dépendre finalement de la position par rapport au Soleil. Voilà, donc il y a tout un travail autour de ça qui peut être intéressant. Alors, donc pour la partie post-bac, moi je pensais à la température d'équilibre sur Terre. Tout est expliqué dans le Duno PC chapitre 4. Vous avez une partie sur ça. Donc le but en fait c'est de faire varier les modèles du plus simpliste au plus poussé et de faire les calculs et voir si l'approximation est bonne. Donc le premier modèle c'est le modèle sans atmosphère. Donc on a un rayon on a une puissance incidente qui vient du Soleil, une partie est réfléchie, c'est l'albédo. Une partie est absorbée et ensuite ce qui est absorbé est réémis, loi de Stéphan. Voilà, donc ça c'est le modèle simpliste et on a des mauvais résultats. Donc ça il faut revoir toute la théorie. Ensuite on va changer de principe, on va rajouter une atmosphère, mais dans un premier temps on va considérer que l'atmosphère elle va uniquement piéger les infrarouges. Voilà. Et là on va trouver du coup une température qui va être trop élevée. Alors du coup on va dire, alors cette fois-ci au lieu de faire que piéger les infrarouges, en fait, il y a une partie de la puissance du Soleil en fait, qui va être renvoyée. Donc ça va être, mettons, je sais pas moi, la couche d'ozone. Et là, du coup, on a moins de puissance qui va entrer et donc on va avoir une température qui est un petit peu mieux. Et ensuite, on pourrait encore choisir des modèles suivants. Parce que là, le problème de nos modèles, c'est qu'on considère que les spectres infrarouges, ils sont tous absorbés. Sauf qu'en réalité, il n'y a qu'une partie qui est absorbée. Et là, justement, on a tout notre travail sur l'effet de serre qui est là, qui est très intéressant. C'est qu'en fait, en fonction de la proportion des infrarouges piégés, en fait, on va avoir plus ou moins grand effet de serre. Donc en fait, il y a tout un travail après pour expliquer finalement que dans le modèle suivant, en fonction de la proportion de gaz à effet de serre, on aura plus ou moins d'absorption des infrarouges. Voilà. Donc on a tout un travail là-dessus. Tout est expliqué. Tout est expliqué dans le chapitre 4. Il faut quand même, je crois qu'il y a des vidéos aussi qui sont bien faites là-dessus. Au niveau pédagogique, bilan radiatif, premier enseignement scientifique. Alors il y avait une petite manip autour de la feuille noire et de la feuille blanche avec la loupe. Et se rendre compte que finalement la feuille noire, elle absorbait beaucoup plus. Donc ça travaille autour du corps noir, puissance reçue, bilan radiatif. Voilà. Il faut faire un travail autour du bilan radiatif en premier enseignement scientifique. Et la dernière, relativité du mouvement. Donc la relativité du mouvement, c'est que le mouvement dépend du référentiel. D'accord ? Donc on va avoir deux grandes parties. D'abord les référentiels galiléens et les non galiléens. Donc d'abord, qu'est-ce qu'un référentiel ? Les modèles. Donc par exemple le principe d'inertie qui va s'appliquer dans les référentiels galiléens. Et les différents référentiels galiléens. Donc Copernic, avec le centre du système solaire, donc, qui va être
le référentiel galiléen, et tous les autres référentiels galiléens qui vont exister vont être tous en translation rectiligne uniforme par rapport à un autre référentiel galiléen. Et donc ce qu'on va étudier, alors ce qui est intéressant, c'est ce qui est à côté, ce qu'on va étudier nous en classe, ça va être l'héliocentrique, donc de centre le Soleil, géocentrique de centre la Terre, et terrestre. Alors terrestre, c'est un peu spécial parce que justement en terrestre, la Terre est plate, et c'est très très limité au niveau de l'expérience. Et là, c'est justement ce qui va être intéressant là, c'est qu'il faut que le temps soit très petit pour que ça fonctionne. Quelques secondes, quand on va au-delà de quelques minutes, ça marche plus bien du tout. Et ensuite, pour le géocentrique, ben, c'est pareil, il faut que les expériences soient assez courtes par rapport à l'année. À partir du moment où on ne respecte plus ça, ben, les référentiels deviennent non galiléens. Alors non galiléens, on n'a plus en translation rectiligne uniforme par rapport à un référentiel galiléen, et donc le principe d'inertie n'est plus vérifié, et on va voir après justement dans quel cas on va être non galiléen. Donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, si le temps est trop long, on se mène, et ici, si le temps est trop long, quelques heures, et là on va voir ou même minute, hein. S'il y a trop, même je pense quelques dizaines de minutes déjà. Et là, on va avoir notre pendule de Foucault en application qu'on verra tout à l'heure. On va voir aussi les changements de référentiel. Comment passer d'un référentiel à un autre référentiel quand ils sont en translation l'un par rapport à l'autre, quand ils sont en rotation l'un par rapport à l'autre. Les forces associées aux rotations, parce qu'on va beaucoup avoir de travail autour de la rotation. On a beaucoup de travail autour de la rotation. Et on va avoir des forces aussi. Qu'est-ce qu'on va avoir comme force intéressante dans ce chapitre-là? Donc tout ce qui est force d'inertie, avec accélération d'entraînement, etc. Tout ce qui est force de Coriolis, on va en reparler aussi. Et un travail autour du poids qui est intéressant. Ça, la chute à l'est, ça c'est assez intéressant de le développer. La chute à l'est, donc si un sauteur d'un avion saute de suffisamment haut, mais en fait, il ne va pas tomber à la verticale exacte de là où il a été lâché. Et, dans e-learning, il me semble qu'il y avait une vidéo là-dessus qui était super bien faite. Et il calculait de combien de mètres en décalé par rapport à l'altitude. Parce que pendant qu'il chute, la Terre elle tourne, etc. Il y a tout un travail intéressant sur le poids là, ici. Et ensuite, là, il va y avoir les calculs un peu techniques. Donc, qu'est-ce qu'on fait du coup? Comment on applique le principe fondamental de la dynamique dans un référentiel non galiléen? Donc, c'est assez complet hein, comme carte mentale. Hein. Alors, ça c'est un TP moi que j'aimais bien faire en seconde sur la relativité du mouvement avec la TIS Pro. Donc on prend n'importe quelle vidéo, un pointage. Alors celle-ci elle est intéressante. C'est quelqu'un qui lâche une balle là. Et en fait on a la possibilité dans la TIS Pro de faire mouvement relatif. Et en fait à chaque fois on doit cliquer sur l'objet de référence. Donc par exemple si on prend comme objet de référence, je sais pas moi, le rétroviseur de la moto, ou comme objet de référence, finalement le sol, mais en fait on n'aura pas les mêmes mouvements. Voilà. Donc on a soit le référentiel terrestre, soit le référentiel de la moto, et quand on lâche la balle, on va pas avoir les mêmes mouvements en fonction du référentiel. Voilà. Donc ça c'était une partie un peu intéressante, c'est un pointage. Ici là c'était une vidéo avec la chute du caméraman. Donc en gros, le caméraman il filme. En fait, il y a un caméraman qui est en train de sauter en même temps que les deux. Le caméraman n'ouvre pas son parachute alors que eux ouvrent le parachute. Et donc, du coup, on a l'impression que ces personnes elles remontent. Voilà, donc ça donne une impression en fait, d'un mouvement vertical vers le haut. Alors qu'en réalité, c'est juste que le référentiel qui est lié à la caméra, lui continue sa chute alors qu'eux sont freinés. Voilà. Il y a tout un travail en seconde, je trouve, sur les référentiels qui est intéressant. Alors sur la partie post-bac, donc autour du mouvement d'un pendule dans un référentiel non galiléen et donc sur le pendule de Foucault. Voilà. Donc expliquer tout ce qui se passe au niveau du pendule de Foucault à partir de ce chapitre.
Donc, expérience référentielle non galiléen. Ça, je vous laisse faire. Après, il y a toutes les parties mathématiques de démonstration. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on vous donne dans le bouquin, on vous donne une simulation Python à recopier qui n'est pas très compliquée. Ouais, elle n'est pas très longue. Je vais vous la montrer un petit peu comment ça fonctionne. Où on va pouvoir simuler des choses. Alors, je vous montre un petit peu. Donc ça, c'est toute la partie mathématique. Je vous laisse voir. C'est dans le bouquin. Comment on fait. Par contre, voilà, ce qui est un peu technique au niveau Python. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Donc ici, on a les trois bibliothèques importantes, donc NumPy pour tout ce qui est tableau calcul, Matplotlib pour les graphes, et SciPy.integrate. Au début de la vidéo, je crois que j'ai dit Spicy, non c'est SciPy, je dois avoir fait à ce moment-là. Non, c'est SciPy.integrate, et là on va retrouver le ODInt là, qui nous intéressait de la dernière fois. Donc, excusez-moi pour l'autre fois. Pour tout à l'heure, je ne sais plus quel montage c'était au tout début. Plus quelle leçon. Alors le temps initial et le temps final. Alors vous voyez, là, on va travailler sur 6 heures, 6 fois 3600. On peut changer ce temps-là hein, et voir ce qui se passe. Ici, on mesure, c'est le delta t, donc 0,1, donc c'est très petit. Et qu'on peut changer, on va voir comment on change tout. Et ensuite, donc, on va avoir un petit tracé. Ici, c'est la latitude. Donc là, c'est G. Ici, la latitude. Il n'y a pas besoin de tout savoir par cœur. Il est dans le bouquin. Il y a des lignes de commentaires. Ici, c'est la latitude de Paris, puisque l'expérience a été faite à Paris. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'après, on va changer. Hein. On va se mettre dans une autre ville, etc. Et donc, ça va tracer l'évolution. Alors, vous voyez, ça, c'est la position du pendule, la faire tic. Et il va changer au cours du temps. Donc là, comme le delta t est tout petit, on ne voit pas grand-chose. Mais si je prends un delta t qui est grand, par exemple 100, voilà, on va voir ça. Donc en fait, il va y avoir un changement. Hein, vous voyez, il ne va plus osciller de la même façon au cours du temps. Donc ça, c'est parce qu'on a pris un temps qui était assez long. Si j'avais pas fait un temps de travail aussi long, mais un temps de travail assez court, par exemple, si je travaille sur 1 minute, donc on va mettre 60 secondes, ben là, on n'observe pas le phénomène sur 60 secondes. Donc ce qui est intéressant, c'est d'augmenter le temps. Donc, par exemple, là, je vais partir sur 10 minutes. Et là, on commence à avoir un début. Vous voyez, donc déjà, il n'y a pas besoin d'avoir 1000 heures hein, pour voir un début de défaut. Hein. Donc on a déjà un début de problème là, etc. Donc après, au fur et à mesure que le temps augmente, hein, c'est de pire en pire. Donc là, on voit de plus en plus le phénomène. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui serait passé si on avait été dans une autre ville, par exemple. Donc on laisse 6 heures. 6 fois 3600. Et ensuite, on va aller chercher ce qui va se passer dans une autre ville. Donc par exemple, on va aller plus au nord. Vers Oslo, je crois que c'est dans les 60 degrés. Donc Oslo, 60 degrés de latitude. Ben là, on a un phénomène qui est encore plus marqué. Plus marqué. Donc évidemment, quand je vais vers le nord, c'est plus marqué. Maintenant, du coup, je vais me rapprocher de l'équateur. Ben, je sais pas, on va dire qu'on a plus que 5 degrés de latitude. Et là, ben là, le phénomène, il est très peu marqué. Ben, du coup, tiens, si je me mets exactement sur l'équateur, qu'est-ce qui va se passer? Je me mets à 0. Et donc, si je me mets à 0, là, on n'a plus du tout de phénomène. Ah, d'accord. Donc, maintenant, je vais me mettre dans l'hémisphère sud. Tiens, je vais aller en Australie. On va faire à moins 30 à peu près. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, ben là, on va revoir le phénomène, mais cette fois-ci, au lieu d'avoir la déviation, vous voyez, hop, on avait dans ce sens, là, on a dans l'autre sens. Bon, c'est intéressant tout ça. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut donc faire varier la durée de travail, on peut faire varier la latitude, et donc on peut trouver plein de choses intéressantes. En plus, le programme, il suffit juste de le recopier, faire bien attention, il n'y a pas non plus 1000 lignes, hein, il y a une trentaine de lignes.
faire bien attention de ne pas faire de fautes, et puis voilà, hein. Donc, je pense que ça peut être intéressant, sachant que là, vous partez d'un exemple historique en France, etc. Ça me paraît bien de faire ça, hein. Voilà, donc j'ai marqué on change de latitude et on change de durée d'expérience, par exemple. Voilà, voilà. Bon, ben, on a fait le tour, hein. On a fait le tour. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Donc les conseils, bon, déjà, c'est de ne pas faire d'impasse, même s'il y en a certains qui ne sont pas très bien préparés. Si vous devez faire des impasses parce que vous n'avez pas le temps, essayez quand même de travailler les exercices qui se retrouvent dans plusieurs, hein, dans plusieurs. C'est vrai que s'il y a quelque chose qui est très dur et qui est que dans une seule leçon, bah, on peut être tenté de faire une impasse. Bon. Moi, généralement, j'aime bien, quand j'ai pas trop le temps de préparer quelque chose, c'est au moins de choisir un chapitre d'un bouquin et de me dire, bah, tiens, pendant les 4 heures, je vais donner mon max. Voilà. À vous de voir. Là, la prochaine vidéo, ça va être les montages de chimie. Et puis voilà, hein, bon courage, hein. Et au travail surtout. Allez, au revoir.